La pluie s'abattait sur les collines du Connecticut et au plus profond des bois, derrière un manoir dont personne n'était censé connaître l'existence. Une fosse se remplissait rapidement d'eau noire, piégeant une femme enceinte qu'on avait laissée là pour se noyer. Elle était ligotée, réduite au silence, et déjà en train de s'éteindre. À l'intérieur du domaine, un mantin de Naples nommé Bobby a levé sa tête massive et s'est complètement immobilisé. Il ne réagissait pas au tonnerre, mais à autre chose, quelque chose qui n'allait pas. Rowan Fierro l'a remarqué instantanément. À 37 ans, il avait bâti son empire en lisant le silence mieux que la plupart des hommes ne lisent des mots. Et quand il a trouvé la chambre de la domestique vide et un mouchoir plié de travers, exprès, par une femme qui ne faisait jamais d'erreur, il n'a pas appelé à l'aide. Il n'a pas posé de questions. Il a suivi le chien dans la tempête. Mais les hommes qui l'avaient mise là étaient déjà sur le chemin du retour. Et ils ne venaient pas pour vérifier. Ils venaient pour en finir. Avant de nous plonger dans l'histoire, mettez un j'aime si vous êtes déjà captivé. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'une bonne histoire ce soir. Et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Maintenant, retournons là où tout a commencé. 3 mois avant de la tempête, la nuit où Dahlia Ashford a franchi pour la première fois les portes du domaine Fierro. Elle n'avait rien d'autre qu'une valise et une vie qui grandissait en elle, une vie qu'elle avait déjà juré de protéger. 3 mois avant la nuit de tempête, le ciel au-dessus de Greenwich était si calme qu'on pouvait entendre le gravier crisser sous les pneus lorsque le taxi s'est arrêté aux grilles en fer du domaine Fierro. Dahlia Ashford est sortie, portant portant une valise en tissu usé au coin, où elle portait aussi la seule paire de chaussures qu'elle possédait encore et qui n'était pas tombée en morceaux. Elle avait 27 ans, était enceinte de 2 mois, et personne au monde ne le savait. Pas même l'homme qui était parti avant qu'elle ne puisse ouvrir la bouche pour le lui dire. Elle n'avait pas de famille où retourner. Sa mère était morte quand elle avait 11 ans. Son père s'était noyé dans les dettes, puis était décédé 3 ans plus tard. À partir de ce moment, Dahlia avait vécu selon une seule règle: ne jamais devenir un fardeau pour qui que ce soit. Ce travail était la dernière chance qu'elle avait réussi à trouver. Un poste de domestique dans un domaine privé, un salaire suffisant pour survivre, un endroit où loger et personne ne posant trop de questions sur son passé. Les grilles se sont ouvertes et la première chose que Dahlia a ressentie n'était pas le luxe, mais la froideur. Pas le froid de la météo, mais le genre de froid qui venait de la façon dont tout avait été arrangé. Trop parfaitement, trop immobile. Comme si tout le domaine retenait son souffle. Le chemin de pierre s'étendait sur une pelouse tondue au dernier millimètre. Pas une seule feuille morte, pas une seule tige de fleurs qui dépasse. Le manoir principal s'élevait au-delà des rangées d'arbres. 3 étages de pierre grise, des baies vitrées du sol au plafond. Une lumière dorée et pâle s'en échappait, mais elle ne semblait pas chaleureuse. Elle ressemblait plutôt à la lumière que l'on place dans un musée. Assez pour voir, mais pas assez pour toucher. Wendell Roark l'a accueilli à la porte d'entrée. Il avait 55 ans, des cheveux argentés brossés en arrière, un dos aussi droit qu'une règle. Ses yeux portaient la lassitude d'un homme qui avait été témoin de trop de choses dans cette maison et n'avait jamais été autorisé à en parler. Il ne lui a pas serré la main. Il n'a pas souri. Il a seulement hoché la tête une fois et l'a laissé entrer. Le long du couloir, Dahlia a remarqué quelque chose d'étrange. Le personnel se déplaçait comme des fantômes. Personne ne parlait à personne. Personne ne regardait personne trop longtemps. Tout le monde gardait la tête baissée, légèrement inclinée sur le côté, comme pour essayer de rendre sa propre existence plus petite. Leurs pas ne faisaient presque aucun bruit sur le sol en marbre. Et Dahlia a compris tout de suite que ce n'était pas une maison. C'était le territoire de quelqu'un. Et tout le monde à l'intérieur savait exactement quelles limites il ne fallait pas franchir. Wendell l'a conduite à une chambre au sous-sol. Une petite chambre, propre mais vide, avec rien de plus qu'un lit, une armoire et une fenêtre étroite à hauteur des yeux donnant sur le jardin arrière. Il a posé une feuille de papier devant elle, listant les règles du domaine. Interdiction d'entrer au 3e étage, interdiction de parler aux invités, interdiction de regarder directement le maître. Et en aucun cas ne jamais poser de questions sur ce qui se passait après 22 aubeurs. Dahlia a signé sans poser de questions. Cet après-midi-là, elle est sortie dans le jardin arrière pour apprendre la disposition des lieux. Et c'est là qu'elle a vu Bobby. Le matin de Naples était couché sous les racines d'un vieux chêne.
Près de 70 kilos de peau gris-bleu formant de lourds plis. Une tête aussi grosse qu'un seau, un large museau, des filets de barbe pendant un long fil. Il a levé la tête en entendant ses pas et a laissé échapper un grognement sourd, assez profond pour vibrer dans sa poitrine à près de 5 mètres de distance. Dahlia s'est arrêtée. Elle a vu des marques de griffes creusées dans la terre autour de la base de l'arbre. Elle a vu l'écuelle d'eau renversée. Elle a vu la longue chaîne attachée à un piquet de fer. Et elle a compris que ce chien était gardé ici, non pas parce qu'il était dangereux, mais parce que personne ne voulait rester près de lui assez longtemps pour savoir s'il l'était ou non. Elle n'a pas reculé. Elle s'est assise là, sur l'herbe, à environ 3 pas de lui, en silence. Ses 2 mains reposant sur ses genoux, les yeux baissés. Elle ne le menaçait pas, ne l'amadouait pas, n'essayait pas de paraître courageuse. Elle était juste assise là. Bobby a grogné de nouveau, plus doucement cette fois, puis s'est arrêté. 1 minute, 2 minutes. Le chien se leva lourdement, marcha vers elle et posa son énorme tête sur ses genoux. Dahlia n'a pas bougé. Elle a senti son poids, le souffle chaud et humide à travers le tissu de sa robe. Et quelque chose en elle, quelque chose qu'elle avait caché avec soin pendant des semaines, est soudainement remonté à la surface. Pas des larmes, mais le sentiment qu'au moins ici, il y avait une créature vivante qui ne lui demandait pas d'être quelqu'un d'autre qu'elle-même. Depuis une fenêtre du 2e étage, Wendell Roark est regardé en bas. Et pour la première fois depuis très longtemps, il s'est arrêté au milieu de son travail. Ce chien avait mordu 2 membres du personnel auparavant. Et personne, sauf le maître, n'avait osé s'en approcher depuis plus d'1 an. Il a regardé la jeune fille assise sur l'herbe avec la tête du chien sur ses genoux. Et il a su que cette fille, soit ne connaissait pas la peur, soit s'était habituée à vivre comme si elle n'avait plus rien à perdre. Et il n'était pas sûr de savoir quelle possibilité était la plus troublante de mal. En bas dans le jardin, Dahlia restait immobile. Elle n'a pas entendu les pas derrière elle, venant de l'intérieur de la maison. Des pas doux, lents, qui se sont arrêtés juste derrière la vitre des grandes portes arrière. Mais Bobby les a entendus. Le chien n'a pas levé la tête. Il n'a pas grogné. Seule une oreille s'est légèrement tournée dans cette direction pendant 1 seconde, puis il s'est de nouveau installé. Quelqu'un était debout à l'intérieur, regardant dehors. Et bien que Dahlia ne le sache pas, c'était la première fois depuis qu'elle avait mis les pieds dans cette maison qu'elle avait fait s'arrêter cette personne. Dahlia a su que quelque chose était différent avant même de le voir. C'était le matin de son 3e jour au domaine. Elle portait un bol d'eau à Bobby dans le jardin quand elle a remarqué le changement. Ce n'était pas une chose spécifique, mais tout à la fois. Le jardinier qui taillait les haies se tenait soudain un peu plus droit. Ses cisailles étaient plus nettes dans ses mains, chaque coupe plus exacte. 2 employés de cuisine qui passaient dans le couloir vitré ont baissé la voix à un peu plus que des murmures, puis ont accéléré le pas sans regarder en arrière. Wendell Roark est apparu à la porte arrière dans un costume plus impeccablement repassé que d'habitude, son col parfaitement droit. Et il est resté là, sans rien faire, simplement debout, comme s'il attendait quelque chose qu'il avait attendu toute sa vie et auquel il ne s'était pourtant jamais habitué. L'air dans le domaine s'est épaissi, pas de peur, mais de quelque chose de plus profond. Une conscience partagée que quelqu'un venait d'entrer, dont la présence avait assez de poids pour tout plier autour de lui sans jamais avoir à y toucher. Rowan Fierro n'entrait pas dans une pièce comme les hommes ordinaires. Il ne faisait aucun bruit inutile. Il ne jetait pas de regards autour de lui pour voir qui était présent. Il ne hochait pas la tête en guise de salut. Il traversait le hall principal à grandes enjambées, ni rapide ni lente. Et tout le monde s'écartait instinctivement. Non pas parce qu'il leur faisait signe, mais parce qu'ils avaient appris que le chemin de Rowan Fierro n'était pas un endroit où l'on se tenait. Il avait 37 ans, plus grand que la plupart des hommes de cette maison. Il était large d'épaules sans être massif. Son corps portait la précision affûtée d'un homme qui ne se permettait jamais de porter quoi que ce soit d'inutile, pas même une émotion. Son visage était taillé au couteau, sa mâchoire dure comme si elle était sculptée dans la pierre. Ses yeux étaient sombres et profonds. Le genre d'yeux qui avait vu trop de choses et n'en avait trouvé aucune qui vaille la peine d'être rappelée. 8 ans plus tôt, son père avait été abattu dans sa propre voiture, juste devant les portes d'un restaurant à Hartford. 3 balles dans la poitrine et 1 dans la tête. Et l'homme qui avait appuyé sur la gâchette avait été l'allié le plus proche de la famille.
Rowan avait 29 ans lorsqu'il s'est assis dans le fauteuil que son père avait autrefois occupé. Et tout le monde dans cette pièce savait qu'il n'avait pas pris cette place pour pleurer. Il l'avait prise pour s'assurer que ce qui s'était passé ne se reproduirait plus jamais. À partir de ce jour, il a tenu l'Empire par un contrôle absolu. Il n'élevait jamais la voix. Chaque ordre était assez court pour être compris, pas assez pour être discuté. Il ne portait pas de jugement avec des mots, mais avec ses yeux. Et ceux qui avaient déjà reçu ce regard comprenaient que la distance entre le silence de Rowan Fierro et les conséquences réelles était plus mince qu'ils ne l'avaient imaginé. Il n'avait jamais permis à personne de s'approcher. Non pas parce qu'il en était incapable, mais parce qu'il avait décidé il y a longtemps que la proximité était un luxe qu'un homme dans sa position ne pouvait pas se permettre. Ce matin-là, il s'est arrêté à la porte vitrée du bureau au premier étage. Dehors, dans le jardin, Dahlia était assise sur l'herbe à côté de Bobby. Elle portait un uniforme de domestique saupoudré de terre du travail matinal au jardin. Ses mains nues, sans gants, essuyaient le museau du chien avec un chiffon humide. Et ses lèvres bougeaient, disant quelque chose de si doux qu'on ne pouvait l'entendre à travers la vitre. Mais Bobby inclinait la tête, écoutant comme si chaque mot comptait. Rowan n'a pas réalisé depuis combien de temps il était là. Il savait seulement que lorsque Wendell est apparu derrière lui et s'est doucement raclé la gorge pour dire qu'il y avait un appel, il ne s'était toujours pas éloigné. Ce n'était qu'un bref instant. Et si quelqu'un d'autre en avait été témoin, il n'y aurait rien pensé. Mais Wendell Roark n'était pas n'importe qui. Il avait servi la famille Fierro depuis l'époque du père de Rowan. Et il savait que Rowan Fierro ne s'arrêtait pas aux fenêtres pour regarder quelqu'un. Jamais. Il n'en a rien dit. Mais cet après-midi-là, alors que Dahlia portait un plateau de thé vers la cuisine, Wendell est sorti du coin du couloir. Sa voix était basse et égale. Il ne la regardait pas directement, mais droit devant lui, comme s'il se parlait à lui-même. « Mademoiselle Ashford, dit-il lentement, dans cette maison, il y a une règle que personne n'écrit jamais, mais que tout le monde connaît. Ne regardez jamais le maître directement dans les yeux trop longtemps. » Dahlia s'est arrêtée, ses mains se crispant sur le plateau. Elle voulait demander pourquoi, mais la façon dont Wendell l'a dit ne sonnait pas comme un avertissement pour elle. Cela sonnait comme un avertissement pour lui-même, comme s'il essayait de protéger quelque chose qu'il savait déjà ne pas pouvoir protéger éternellement. Dahlia s'est souvenue de l'avertissement de Wendell et a gardé les yeux exactement là où ils devaient être. Mais dans les jours qui ont suivi, elle a commencé à réaliser que dans cette maison, Rowan Fierro n'était pas le seul qu'il fallait éviter de regarder trop longtemps. Viviane Marchand est arrivée au domaine à la fin de la première semaine de Dahlia, dans une Mercedes noire étincelante. Ses talons hauts frappaient de la pierre comme le tic-tac d'un compte à rebours. Elle avait 32 ans, des cheveux châtains foncés tombant en vagues souples, sans une seule mèche de travers. Une peau si lisse qu'elle semblait n'avoir jamais été laissée trop longtemps sous le soleil. Et sa façon d'entrer dans la maison n'était pas celle d'une invitée qui arrive, mais de quelqu'un qui avait déjà mesuré chaque mur pour savoir où accrocher ses tableaux. Viviane était la fiancée de Rowan, mais tout le monde dans le manoir comprenait que ce mariage n'était pas une question d'amour. La famille Marchand, d'origine française et installée à Boston 3 générations plus tôt, contrôlait les ports de commerce et les réseaux de distribution le long de la côte Est. Et ce mariage était un accord commercial enveloppé de soie blanche et de rose. Viviane le comprenait et elle ne prenait pas la peine de le cacher. Elle jouait la fiancée parfaite devant Rowan. Le bon sourire, la bonne distance, le bon moment pour toucher sa main, le bon moment pour reculer. Mais quand Rowan n'était pas là, la maison voyait une Viviane différente. Pas cruelle, pas hurlante, pas cassant des choses, juste indifférente. Une sorte de mépris sans faille qui ne nécessitait pas de mots. La première fois que Dahlia lui a servi le thé dans le salon du premier étage, Viviane ne l'a pas regardé. Elle n'a pas hoché la tête, n'a pas dit merci et n'a pas dit « pas la peine ». Elle s'est simplement comportée comme si Dahlia n'existait pas, comme si la main qui posait la tasse de thé devant elle était de la main de l'air lui-même. Dahlia avait l'habitude d'être ignorée. Toute sa vie avait été une longue chaîne de gens qui voyaient à travers elle. Mais l'indifférence de Viviane avait un poids différent. Ce n'était pas accidentel. C'était une déclaration que Dahlia n'était même pas digne d'être détestée. Grant Fierro était entièrement différent. Le frère cadet de Rowan est arrivé au domaine un jour après Viviane, conduisant une Porsche blanche garée de travers dans l'allée.
Il est sorti avec un sourire plus large que tous ceux que la maison n'avait vus sur qui que ce soit d'autre. Il avait 30 ans, 7 ans de moins que Rowan. Et si Rowan était le silence, Grant était le bruit. Là où Rowan contrôlait chaque geste, Grant agitait les bras en parlant, riait fort, tapait sur l'épaule des domestiques, appelait le personnel de cuisine par leur nom comme s'ils étaient de vieux amis. Mais Dahlia a vu immédiatement que cette amabilité n'était pas réelle. C'était comme une peinture brillante sur une surface fissurée. Et en dessous, il y avait quelque chose de complètement différent. Grant avait vécu toute sa vie dans l'ombre de son frère, et leur défunt père n'avait jamais pris la peine de cacher quel fils avait été choisi. Rowan s'asseyait à la droite de leur père à chaque réunion. Grant avait été envoyé étudier en Europe. Rowan a hérité de l'Empire. Grant a hérité d'une allocation mensuelle et d'un titre vide. 8 ans à vivre sous un toit que son frère possédait avaient transformé Grant en un homme qui souriait toujours, mais n'était jamais heureux, qui parlait toujours, mais n'était jamais entendu. Et cette haine silencieuse en lui n'avait pas grandi avec un rugissement, mais avec une lente décomposition. De la même manière que l'eau s'infiltre dans un mur année après année, jusqu'à ce que tout s'effondre sans que personne n'entende un son. La première fois que Grant a regardé Dahlia, ce n'était pas comme un homme regarde une domestique. C'était comme quelqu'un regarde une pièce d'échecs. Ses yeux se sont posés sur elle, ni vite ni lentement, s'arrêtant juste assez longtemps pour mesurer sa taille, sa silhouette, la façon dont elle baissait la tête, la façon dont elle gardait ses distances avec tout le monde. Et Dahlia a senti ce regard comme une main invisible la pesant, calculant son importance, et si elle pourrait être utile à quelque chose. Elle s'est éloignée sans regarder en arrière. 2 semaines plus tard, un soir, alors que Dahlia portait un plateau de vin sur la terrasse arrière pour une petite réception, elle s'est arrêtée au coin du couloir vitré. Car Vivian et Grant étaient déjà là avant elle. Ils se tenaient côte à côte à la balustrade, regardant le jardin. Et à première vue, il n'y avait rien d'inhabituel. Juste une future belle-sœur et un futur beau-frère discutant dehors. Mais Dahlia avait passé toute sa vie à survivre en observant. Et elle remarquait les choses que les autres manquaient. Le regard dans les yeux de Vivian quand elle s'est tournée vers Grant n'était pas celui qu'une femme porte à son futur beau-frère. Il s'attardait trop longtemps, s'adoucissait trop, et il y avait quelque chose dans ses profondeurs que Dahlia a reconnu tout de suite, car elle l'avait déjà vu dans ses propres yeux quand elle regardait l'homme qui l'avait abandonné. Et quand Grant a tendu la main pour prendre le verre de vin de la main de Vivian, ses doigts n'ont pas seulement effleuré le verre. Ils ont effleuré le dos de sa main et y sont restés 1 seconde, puis 2. Plus longtemps que tout ce qui pourrait être qualifié d'accidentel. Dahlia a reculé doucement, s'est retournée et a pris un autre chemin. Elle n'a rien dit à personne, n'a rien écrit, et n'a pas laissé son visage changer d'une demi-seconde. Elle a simplement rangé ce qu'elle avait vu là, où elle gardait toutes les choses dangereuses dont elle avait été témoin. Dans la partie la plus silencieuse de son esprit, l'endroit que personne ne pouvait atteindre. Mais elle ne savait pas qu'elle n'avait pas bougé assez vite. Quand elle s'est retournée et s'est éloignée, Grant l'avait vue. Il est resté là, à la balustrade, ses yeux la suivant jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse au coin du couloir, et puis il a souri. Pas le sourire amical qu'il portait devant tout le monde, mais un sourire entièrement différent, plus lent, plus froid, et qui n'atteignait jamais ses yeux. Après ce qui s'est passé à la balustrade, Dahlia a gardé plus de distance avec Grant. Mais il y avait une chose dont elle ne pouvait pas se tenir à distance, et c'était Bobby. 1 semaine après cette soirée, Wendell l'a appelé dans son bureau. Il lui a dit que le maître avait officiellement décidé de lui confier les soins de Bobby, car le chien n'avait permis à personne d'autre de s'approcher de lui depuis le jour de son arrivée. Wendell a ajouté d'une voix aussi sèche que du vieux papier que ce n'était pas une récompense, mais une responsabilité. Et si le chien mordait quelqu'un, ce serait elle qui en subirait les conséquences. Dahlia a hoché la tête, et à partir de ce jour, elle a passé tous les débuts de matinée et toutes les fins d'après-midi avec Bobby. Elle le baignait, brossait les plis de sa peau ridée, essuyait sa bave et le promenait dans les jardins arrière où les rangées de chênes projetaient de longues ombres sur l'herbe. Bobby a commencé à changer. Pas de tempérament, mais dans la façon dont il existait dans l'espace. Il ne restait plus enroulé sous l'arbre avec la chaîne traînant à côté de lui. Il marchait à ses côtés, s'adaptant lentement à son rythme, sa tête au niveau de sa hanche. Parfois, il poussait doucement son museau contre sa main,
comme pour vérifier qu'elle était toujours là. Et pendant ces après-midi, quand le domaine devenait silencieux et que la lumière du soleil filtrait à travers les feuilles, Dahlia a commencé à parler à Bobby. Non pas parce qu'elle pensait qu'il comprenait, mais parce qu'il était la seule créature dans cette maison devant laquelle elle n'avait pas à faire semblant. Un après-midi, elle s'est assise sur les marches en pierre derrière la cuisine. Bobby était pressé contre ses jambes, la tête posée sur son pied. Elle a posé une main sur son ventre où la courbe avait commencé à se dessiner, bien qu'elle puisse encore être cachée sous le tablier ample. Elle a parlé si doucement que c'était presque un murmure. Je ne sais pas comment ce monde va te traiter. Je ne sais pas si je serai assez forte pour toi, mais au moins tu m'auras. Je te le promets. Bobby a laissé échapper un léger gémissement. Pas de douleur, mais comme s'il lui répondait. Elle ne savait pas que derrière la porte de la cuisine, écart légèrement ouverte, Rowan Fierro se tenait là. Il était venu chercher du café dans la cuisine secondaire et il l'avait entendu. Pas tout, seulement assez pour comprendre que la fille assise dehors avec son chien faisait une promesse à quelqu'un qu'il ne pouvait pas voir. Une promesse qu'il a reconnue comme réelle, car elle n'avait pas été prononcée pour que quelqu'un d'autre l'entende. Il n'est pas sorti. Il ne s'est pas éloigné. Il est resté dans cet entre-deux, le genre d'endroit où un homme comme lui ne devrait pas se tenir. Car se tenir là signifiait écouter, et écouter signifiait se soucier. Et Rowan Fierro avait passé 8 ans à construire un empire sur le principe de ne jamais se soucier assez profondément de quelqu'un pour en être blessé. Il est parti avant qu'elle ne se retourne, mais il a oublié de prendre le café. 3 semaines plus tard, le deuxième incident s'est produit. Vivian a organisé un déjeuner avec 4 femmes de la haute société de Greenwich dans la salle à manger officielle, et Dahlia a été chargée du service. À ce moment-là, elle en était à son 3e mois, et son tablier ne cachait plus complètement son ventre. Lorsque Dahlia s'est penchée pour placer une assiette de salade devant l'une des invitées, Vivian s'est arrêtée au milieu de sa phrase. Elle a regardé le ventre de Dahlia, puis s'est tournée vers les femmes à table avec un sourire aussi fin qu'une lame de rasoir. « Vous voyez » a dit Vivian d'un ton léger, comme si elle commentait la météo. « Trouver de l'aide décente de nos jours est vraiment difficile. Certaines personnes amènent même leurs problèmes personnels dans les maisons des autres. Pas de mari, pas de famille, et pourtant assez imprudente pour continuer. » De légers rires se sont répandus autour de la table. Dahlia n'a pas levé la tête. Sa main s'est crispée sur le tissu blanc drapé sur son bras jusqu'à ce que ses jointures deviennent pâles. Elle a senti la chaleur monter de sa poitrine à sa gorge. Mais elle ne l'a pas laissé atteindre son visage. Elle a placé la dernière assiette, a légèrement incliné la tête, puis s'est retournée et s'est éloignée d'un pas assuré, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était passé. Car plus tard ce soir-là, après le départ des invités, Wendell a entendu la voix de Rowan dans la salle à manger privée. Seulement eux deux, Rowan et Vivian. Et Rowan n'a dit qu'une seule phrase. Sa voix n'était ni haute ni basse, ni chaude ni froide. Juste la vérité posée sur la table, comme on y poserait un pistolet chargé. Elle travaille pour moi et pas pour vous. Vivian n'a pas répondu. Wendell a entendu le claquement sec des talons quittant la pièce plus rapidement que d'habitude. La scène finale s'est déroulée tard dans la nuit, vers 23 heures, lorsque Dahlia a apporté le thé dans le bureau, selon l'horaire que Wendell avait arrangé. Elle a ouvert la porte avec son coude car ses 2 mains tenaient le plateau. À l'intérieur, Rowan était assis derrière son bureau. La lampe éclairait la moitié de son visage. Des papiers étaient étalés devant lui, un stylo à la main, mais il n'écrivait pas. Bobby était enroulé sous le bureau à ses pieds. Quand Dahlia est entrée, le chien a levé la tête, sa queue bougeant faiblement, mais il ne s'est pas levé. Elle a posé doucement le plateau sur le coin du bureau, essayant de ne pas faire de bruit. Elle était sur le point de se retourner quand Rowan a parlé sans lever les yeux, son regard toujours fixé sur la page, sa main tenant toujours le stylo. « Asseyez-vous. Vos pieds sont enflés. » Dahlia s'est arrêtée. Elle ne savait pas quand il avait regardé ses pieds, car chaque fois qu'elle entrait dans sa chambre, il ne semblait jamais lever les yeux. Mais il savait. Elle s'est assise dans le fauteuil en cuir à côté de la bibliothèque. Non pas parce qu'il le lui avait ordonné, mais parce que ses pieds lui faisaient vraiment mal. Et c'était la première fois que quelqu'un dans cette maison le remarquait. Bobby se leva lentement, sortant son corps lourd de sous le bureau, puis s'allongea au milieu du sol.
exactement dans l'espace entre les jambes de Rowan et celles de Dahlia, comme s'il les reliait avec le poids de son propre corps. Personne d'autre n'a rien dit. Le doux tapotement de la pluie a commencé contre la vitre. Le bruit des pages qui tournent. Le bruit de la respiration de Dahlia qui s'égalisait progressivement à mesure que la douleur dans ses pieds diminuait. Le bruit du soupir de Bobby, suivi d'un léger ronflement. La pièce est devenue plus petite dans la lumière jaune. Et dans ce silence, quelque chose a changé. Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire. Seulement une frontière invisible qui se redessinait. Quelque chose que tous les deux pouvaient sentir, même si aucun ne lui donnait de nom. Dahlia est partie quand le thé a refroidi. Elle a dit « merci » doucement, et Rowan a hoché la tête une fois, toujours sans lever les yeux. Mais en fermant la porte derrière elle, elle a réalisé qu'elle n'avait jamais entendu le verrou se tourner. Et à partir de cette nuit-là, la porte du bureau de Rowan Fierro n'a plus jamais été verrouillée. La porte non verrouillée du bureau est devenue un petit secret que Dahlia et Rowan connaissaient tous les deux, bien qu'aucun d'eux ne l'ait jamais mentionné. Il y avait des nuits où elle apportait le thé et il était là. Et il y avait des nuits où elle apportait le thé et la pièce était vide, mais la porte était toujours ouverte. Et cela en disait plus que n'importe quel mot. Mais le temps n'était pas de son côté. 2 mois après son arrivée au domaine, sa grossesse avait atteint le 4e mois et le tablier ample ne pouvait plus rien cacher. Cela se voyait clairement dans la façon dont elle se penchait pour ramasser des choses, dans la façon dont elle posait une main sur le bas de son dos après être restée debout trop longtemps, dans la façon dont l'uniforme serrait plus à la taille sans moyen de le lisser. La première personne à en parler ouvertement n'a pas été Viviane, mais un membre du personnel de cuisine qui chuchotait à un autre dans le couloir arrière. Et Dahlia l'a entendu. Elle est enceinte. On ne sait pas de qui. Personne n'est jamais venu la voir. Dahlia est passée devant eux comme si elle n'avait rien entendu. Mais elle savait qu'une fois que les murmures commençaient à se propager dans une maison comme celle-ci, ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils n'atteignent les oreilles des personnes qui ne devraient jamais les entendre. Viviane a été la première à agir. Elle n'est pas allée voir Dahlia. Elle est allée voir Rowan un après-midi dans le salon principal. Sa voix était douce, de cette manière que Dahlia avait déjà appris à reconnaître comme le signe le plus dangereux de tous. « Je pense que tu devrais savoir », a dit Viviane en tournant la bague de fiançailles à son doigt. « Cette petite domestique que tu as recueillie est enceinte. Toute la maison en parle. Une domestique enceinte sans mari vivant au domaine Fierro. À quoi penses-tu que cela ressemble? Pour les partenaires? Pour les invités? Pour la famille Le Marchand? C'est inconvenant, Rowan. Tu devrais la renvoyer avant que cela ne devienne un vrai problème. » Viviane a terminé avec une parfaite imitation d'inquiétude. Le genre de sourire inquiet sans faille qu'une future épouse pourrait porter en prétendant se soucier de la dignité de la famille. Rowan était assis dans le fauteuil, ses yeux ne quittant jamais le journal financier entre ses mains. Il a laissé le silence s'étirer assez longtemps pour que Viviane doive se déplacer sur son siège. Puis il a prononcé 2 mots sans lever les yeux. Elle reste. Aucune explication, aucune ouverture pour une discussion, 2 mots posés comme une pierre bloquant une porte. Et Viviane a compris que la porte ne s'ouvrirait pas davantage. Elle a quitté la pièce avec des pas plus rapides que ceux avec lesquels elle était entrée. Et le sourire inquiet avait disparu avant même qu'elle n'atteigne le couloir. Grant n'était pas présent pour cette conversation, mais il en a eu connaissance le soir même. Car Viviane a répété chaque mot, non pas parce qu'elle avait besoin de le partager, mais parce qu'elle avait besoin que Grant comprenne que quelque chose changeait et qu'il n'en avait plus le contrôle. Grant a écouté, puis n'a rien dit pendant un long moment. Il s'est dirigé vers la fenêtre de sa chambre au 2e étage et a regardé le jardin arrière. Dahlia y promenait Bobby pour sa promenade de l'après-midi. Son ventre était rond et évident sous la pâle lumière du soleil. Une main reposait sur la tête du chien, et Bobby se déplaçait si près d'elle qu'il semblait être une ombre qui refusait de partir. Grant a regardé cette scène, et pour la première fois, il n'a pas regardé Dahlia comme une pièce d'échec. Il l'a regardée comme la réponse à une question qu'il se posait depuis des années. Pourquoi Rowan Fierro, un homme qui s'était coupé de toute relation profonde depuis le jour de la mort de leur père, garderait-il une domestique enceinte sans mari dans la maison, alors que tout argument raisonnable disait qu'elle devrait être renvoyée? La réponse était si simple que Grant a failli y rire. Elle était une faiblesse. Pour la première fois en 8 ans,
Rowan Fierro avait une faiblesse faite de chair et d'os qui se promenait dans sa propre maison. Et Grant savait comment utiliser une faiblesse. Il s'est retourné et a regardé Vivian, qui était assise sur le lit. Ses yeux étaient déjà préparés avant qu'il ne dise un mot, car Vivian avait vu la même chose. Ils n'ont pas eu besoin de beaucoup discuter. Le plan qu'ils avaient nourri pendant des mois pour prendre le contrôle des finances de la famille après le mariage, grâce à une procuration falsifiée, puis pour acculer Rowan en divulguant des informations sur des transactions secrètes au FBI, avait maintenant une nouvelle variable. Si Dahlia était une faiblesse, alors elle pouvait aussi devenir un outil. Et si elle devenait un problème, elle pouvait être éliminée plus facilement que n'importe qui d'autre dans la maison. Car personne ne poserait de questions sur une domestique disparue. À minuit, alors que le domaine était tombé dans le silence, Grant se tenait sur le balcon de sa chambre, un téléphone à l'oreille. À l'autre bout du fil se trouvait une voix d'homme, basse et patiente, la voix de quelqu'un habitué à attendre des ordres. Grant parlait brièvement, son ton assez bas pour presque disparaître dans le vent. Nous devons avancer le calendrier. Puis il a mis fin à l'appel et a regardé le jardin sombre. Bobby était couché devant la porte de la chambre de Dahlia au sous-sol, comme chaque nuit. Et Grant a pensé que la loyauté du chien était presque pitoyable. Car dans cette maison, la loyauté n'avait jamais sauvé personne. Un mois s'est écoulé après l'appel de minuit de Grant. Et en surface, le domaine Fierro est resté aussi calme que si rien n'avait changé. Vivian venait toujours le week-end, s'asseyait toujours aux bons endroits, souriait toujours au bon moment. Et Grant tapait toujours sur l'épaule du personnel de cuisine, comme s'il était l'homme le plus facile à aimer au monde. Mais Dahlia pouvait sentir quelque chose de différent. Pas par des preuves, mais par l'instinct de quelqu'un qui avait passé toute sa vie à lire l'air d'une pièce avant de lire les mots que les gens prononçaient. Grant la regardait plus souvent maintenant. Pas avec l'ancienne sorte d'évaluation, mais avec le regard de quelqu'un qui vérifie quelque chose. Comme s'il attendait qu'un certain événement se produise et qu'elle en faisait partie. Dahlia gardait la tête baissée, continuait à travailler et ne laissait jamais ses yeux s'attarder nulle part trop longtemps. Au 5e mois de sa grossesse, son ventre était devenu manifestement rond et son corps avait commencé à changer de manière que la volonté ne pouvait contrôler. Son dos lui faisait plus mal le soir, ses pieds gonflaient davantage. Elle devait s'arrêter et s'asseoir à mi-chemin du nettoyage des sols. Et parfois, quand elle se penchait trop vite, la pièce tournait et elle devait s'appuyer contre le mur. Mais elle ne se plaignait pas, ne demandait pas de congé, ne laissait personne la voir s'affaiblir. Car dans une maison comme celle-ci, la faiblesse était le moyen le plus rapide d'être laissé pour compte. Bobby était le seul à l'avoir remarqué. Le chien a commencé à marcher plus lentement quand il était avec elle, se pressant plus près quand elle s'asseyait pour se reposer. Et une fois, alors qu'elle a failli perdre l'équilibre sur les marches arrière, Bobby l'a bloquée avec son corps de 70 kilos et l'a maintenue droite avant qu'elle ne puisse tomber. Cette nuit-là, Bobby est tombé malade. Rien de grave, juste une perte d'appétit et un léger gémissement alors qu'il était couché là, son nez plus sec que d'habitude. Dahlia est descendue à la cuisine secondaire pour prendre des serviettes chaudes à presser contre son ventre. C'était ce qu'elle faisait toujours quand il ne se sentait pas bien. Et Bobby restait immobile et la laissait s'occuper de lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Il était plus de 23 heures. Le manoir était presque complètement sombre, avec seulement les lumières du couloir laissées à leur réglage le plus faible. Dahlia a marché pieds nus sur le sol en pierre pour atténuer le bruit de ses pas, car elle connaissait la règle. Après 22 heures, personne ne devait faire de bruit. Elle a traversé le premier étage, le salon principal, la salle à manger, puis le couloir menant au bureau privé de Grant. Et c'est alors qu'elle a entendu des voix, 2 voix. La porte de Grant n'était pas complètement fermée, seulement légèrement entr'ouverte, juste assez pour qu'une fine bande de lumière jaune tombe sur le sol du couloir. Dahlia s'est arrêtée, non pas parce qu'elle voulait écouter, mais parce que ses pieds s'étaient arrêtés avant que son esprit ne puisse leur ordonner de bouger. La première voix était celle de Vivian. Et ce qui a immobilisé Dahlia, ce n'était pas le contenu des mots, mais le ton. Ce n'était pas la voix d'une femme parlant à son futur beau-frère. C'était la voix d'une femme parlant à un amant. Intime, adouci, baissé, jusqu'à n'être presque qu'un murmure sur un oreiller. Après le mariage, je signerai la procuration et te transférerai le contrôle financier. Tous les fonds d'investissement et les comptes à l'étranger.
Rowan ne saura rien avant que tout n'ait déjà été déplacé. Grant a répondu d'une voix plus calme que Dahlia ne l'avait jamais entendu utiliser avec qui que ce soit. Les finances ne sont que la première étape. La deuxième étape est l'opération. J'ai une liste des transactions de mon frère depuis 3 ans. Les routes maritimes via le port de Boston, la ligne d'approvisionnement de Montréal et les noms de toutes les personnes impliquées. Un appel au FBI suffit, non pas pour le faire arrêter, mais pour l'exposer. Une fois que les familles rivales sauront que Rowan Fierro est sous surveillance du FBI, elles couperont les ponts, ou pire. Et quand il sera seul, sans argent, sans alliés, sans opération, alors il ne sera plus personne. Vivian a eu un petit rire, le même que Dahlia avait entendu auparavant quand elle était humiliée devant des invités. Mais cette fois, il avait une signification entièrement différente. Et je serai veuve avant même de devenir une épouse. Ou l'épouse du bonhomme. Un silence a suivi, puis le doux bruissement d'un tissu, le bruit de 2 corps se rapprochant. Dahlia se tenait là, dans le couloir sombre, serrant le plateau de serviettes chaudes contre son ventre. Et elle a senti que toutes les suspicions qu'elle avait eues pendant des semaines cessaient d'être des suspicions. C'était la vérité. Et c'était une vérité qui pouvait la faire tuer. Elle savait qu'elle devait partir immédiatement, sans faire de bruit, sans laisser de traces. Juste faire demi-tour, s'éloigner et prétendre que rien de tout cela ne s'était jamais produit. Mais son corps l'a trahi. En se retournant, son ventre a heurté le bord du plateau et le lui a fait tomber des mains. Le plateau en métal a heurté le sol en pierre avec un fracas strident qui a résonné dans le couloir silencieux, net et dur comme un coup de feu. Tout à l'intérieur de la chambre de Grant s'est arrêté d'un coup. Plus de voix, plus de mouvement de tissu, rien que ce silence soudain. Le genre de silence qui appartient aux gens qui écoutent. Dahlia a couru. Elle ne pouvait pas courir vite car son corps ne le lui permettait pas, mais elle a fait les plus grandes enjambées possibles dans le couloir. Passé la salle à manger, une main contre le mur, son cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Derrière elle, la porte de Grant s'est ouverte. Il ne l'a pas poursuivi. Il est seulement sorti et a regardé le sol. Il a vu le plateau et les 2 serviettes chaudes posées sur la pierre froide. Puis, il a levé les yeux vers le fond du couloir, où l'ombre de Dahlia venait de disparaître au coin. Grant est resté là un moment, puis s'est retourné et est rentré dans la chambre. Vivian se tenait au milieu, les bras croisés sur sa poitrine. Son visage était dépouillé de la douceur qu'il avait portée quelques secondes plus tôt, remplacé maintenant par quelque chose de froid et de tranchant. « Combien a-t-elle entendu ?» a demandé Grant. Vivian n'a pas répondu à cette question. Elle a répondu à la vraie question. Peu importe combien elle a entendu, ce qui compte, c'est à qui elle va le dire. Vivian n'a pas perdu de temps. Alors que Dahlia courait encore dans le couloir sombre, elle avait déjà pris le téléphone de Grant et composé le seul numéro dont elle avait besoin. Barrett Slade a répondu après 2 sonneries, sa voix basse, patiente et prête, exactement comme la voix de l'homme que Grant avait appelé à minuit 1 mois plus tôt. Vivian a parlé brièvement et froidement. La domestique enceinte au sous-sol, elle a entendu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû entendre. Occupez-vous-en proprement. Aucune trace, pas à l'intérieur du domaine. Ce soir, Barrett n'a pas posé une seule question. Il a dit un mot et a raccroché. 15 minutes plus Warder. 3 hommes étaient déjà à la porte de service arrière du domaine. Perry Hale est arrivé le premier, 28 ans, mince, agité, ses yeux allant de côté et d'autre, comme ceux d'un homme qui a toujours besoin que quelqu'un d'autre lui dise quoi faire. Barrett Slade est arrivé après lui, 40 ans, large d'épaules, solide dans ses mouvements, avec des mains qui semblaient plus habituées à tenir une arme qu'autre chose. Il était le garde du corps personnel de Grant depuis 3 ans, loyal de la manière dont les hommes deviennent loyaux quand on les paie assez pour ne pas poser de questions. Le dernier à arriver était Paxton Greer, 36 ans, un ancien mercenaire que Vivian avait engagé en privé par un canal si secret que même Grant lui-même ne le connaissait pas entièrement. Paxton ne parlait pas beaucoup. Il ne regardait pas beaucoup autour de lui non plus. Il se tenait simplement là avec un calme si glaçant qu'il semblait contre nature. Le genre de calme appartenant à un homme qui avait fait cela assez de fois pour que cela ne compte plus comme un événement. Barrett a donné une brève explication au groupe. Une tempête arrivait du nord et les prévisions l'annonçaient de fortes pluies toute la nuit.
Derrière le domaine, à environ 1 kilomètre dans les bois, il y avait une fosse profonde laissée par le projet de construction d'une maison d'hôte que Rowan avait annulé 2 ans plus tôt. La fosse avait été abandonnée. Personne n'y allait. Personne ne se souvenait même de son existence. En quelques heures, la pluie l'inonderait. Pas besoin de creuser. Pas besoin d'enterrer. La nature s'occuperait du reste. Dahlia, à ce moment-là, était dans sa chambre au sous-sol. Elle y était retournée en courant après avoir quitté le couloir. Maintenant, elle était assise sur le lit, les 2 mains enroulées autour de son ventre, essayant de contrôler sa respiration. Elle savait qu'il viendrait. Pas demain, pas la semaine prochaine, ce soir. Elle avait vécu assez longtemps dans ce monde pour comprendre qu'un secret comme celui-là ne permettait pas aux témoins de rester en vie, même quand le témoin n'était qu'une domestique à laquelle personne ne prêtait attention. Elle n'avait pas de téléphone. Wendell gardait les téléphones du personnel après 22 heures, c'était la règle. Elle n'avait aucun moyen d'atteindre la porte principale à cause des caméras et des gardes. Elle n'avait pas le temps de courir car elle était enceinte de 5 mois. Ses pieds étaient enflés et son corps ne lui appartenait plus entièrement. Mais elle avait 60 secondes, peut-être 90, avant qu'il n'atteigne sa chambre. Et pendant ce laps de temps, Dahlia Ashford a fait la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle n'a pas essayé de fuir. Elle a laissé des signes. Elle a ouvert le tiroir de la table de chevet et a sorti le mouchoir. Le doux mouchoir blanc avec la bordure cousue bleu foncé. Celui qu'elle avait gardé depuis la première nuit où elle avait pleuré dans le jardin arrière. Cette nuit-là, elle s'était assise seule sur le banc de pierre, les larmes coulant sans bruit, car elle avait appris il y a longtemps à pleurer de cette façon. Et quand elle avait levé les yeux, il y avait eu un mouchoir sur la balustrade à côté d'elle. Personne ne se tenait là. Personne n'avait rien dit. Il y avait seulement le mouchoir, posé doucement, portant l'odeur de bois de cèdre et de cuir. L'odeur qu'elle avait déjà appris à reconnaître comme appartenant à un seul homme. Elle avait gardé ce mouchoir depuis, plié soigneusement et caché dans le tiroir, comme la chose la plus précieuse qu'elle possédait dans cette maison. Maintenant, elle l'a sorti et l'a plié de travers, délibérément. Elle était obsédée par la propreté. Wendell le savait. Rowan le savait. Bobby le savait aussi, car il l'avait vu plier des couvertures, des serviettes, chaque tablier en ligne parfaitement droite chaque jour. Un mouchoir plié de travers par sa main n'était pas une erreur. C'était un message. Elle a placé le mouchoir sur le lit, juste à l'endroit où Bobby aimait toujours s'allonger quand il se glissait dans sa chambre la nuit. Puis elle a regardé sa main droite, où la bague en argent de sa mère reposait encore, fine et usée, gravée de la lettre F. Une lettre qu'elle avait gravée elle-même lors de sa première semaine au domaine. Non pas parce qu'elle appartenait à la famille Fierro, mais parce qu'elle voulait se rappeler où elle se trouvait et à quel point elle devait être prudente. Elle a tourné la bague pour que le côté gravé soit tourné vers sa paume. Le F pointait vers le bas. Fierro pointait vers le bas. La trahison venait de l'intérieur. Si quelqu'un la trouvait, si quelqu'un regardait d'assez près, si quelqu'un la comprenait assez bien pour lire les choses qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute, alors il comprendrait. La porte de sa chambre s'est ouverte. Barrett remplissait l'encadrement. Derrière lui se tenait Perry avec une corde à la main, et Paxton attendait au fond du couloir, une main dans la poche de son manteau, aussi calme que s'il attendait d'un bus. Dahlia n'a pas crié. Elle n'a pas supplié. Elle s'est levée du lit, les 2 mains toujours sur son ventre, et a regardé Barrett droit dans les yeux. Pas en signe de défi, mais en souvenir, car elle voulait se souvenir de chacun de leurs visages au cas où elle survivrait. Barrett n'a rien dit. Perry s'est avancé et lui a lié les mains derrière le dos. La corde lui a tellement serré les poignets qu'elle a serré les dents, mais n'a pas émis un son. Du ruban adhésif sur sa bouche. Ils l'ont traîné par la porte arrière et sur le chemin à travers les bois derrière le domaine. La pluie avait déjà commencé à tomber à verse et le vent balayait les arbres de côté. Dahlia a marché sur le sol glissant, son ventre tirant son équilibre vers l'avant. Elle a glissé 2 fois et les 2 fois, elle s'est rattrapée, car aucun des 3 hommes n'a fait le moindre effort pour l'aider. Quand ils l'ont tirée par la porte arrière, au fond du domaine, au bout du couloir du sous-sol, Bobby se tenait là. Personne ne savait depuis combien de temps il était là, mais il se tenait au milieu du couloir. 70 kilos d'immobilité, ses yeux fixés dans la direction où ils emmenaient Dahlia. Il n'a pas aboyé, il n'a pas grogné, il ne s'est pas jeté sur eux,
Il est seulement resté là et a regardé. Et quand la porte s'est fermée, comme était, quand la silhouette de Dahlia a disparu dans le rideau de pluie, Bobby a commencé à gémir. Pas fort, pas frénétiquement. Juste un son bas, long et continu, comme s'il essayait de dire quelque chose que personne dans cette maison n'était disposé à entendre. Ils se sont arrêtés après environ 10 minutes de marche à travers les bois. Dahlia n'a pas vu la fosse avant que ses pieds ne se trouvent déjà à son bord, car l'obscurité et la pluie avaient avalé tous les contours. Perry se tenait derrière elle, Barrett à sa gauche, Paxton à sa droite, et aucun d'eux n'a dit un mot. Barrett a posé une main sur son épaule et l'a poussée. Une poussée forte et décisive, et Dahlia est tombée. Elle n'a pas eu le temps de regarder en bas, n'a pas eu le temps de juger de la profondeur. Seulement assez de temps pour sentir l'espace vide s'ouvrir sous ses pieds. Et son premier instinct n'a pas été de tendre les mains, n'a pas été de crier, mais de se tourner. Elle a pivoté vers la gauche, tout son poids se déplaçant sur son épaule et son dos, son ventre tourné vers le ciel. Et quand elle a touché le fond, son épaule gauche a heurté la première. Son dos a heurté en second. Sa tête a heurté le mur de terre. Mais son ventre n'a rien heurté. L'impact a chassé tout l'air de ses poumons. Dahlia gisait sur le côté dans la boue, la bouche scellée par du ruban adhésif, le nez à moitié submergé dans l'eau noire, et elle ne pouvait pas respirer. Pas à cause du ruban adhésif, mais parce que sa poitrine s'était contractée. Ses poumons refusaient de s'ouvrir, et son corps avait oublié comment inspirer. 1 seconde, 2 secondes, 3 des plus longues secondes de sa vie. Puis ses poumons se sont ouverts dans une courte et faible respiration par le nez, chaude et brûlante. Elle était en vie, du moins pour l'instant. Au-dessus d'elle, des bruits de paix s'estompèrent au loin. Aucun mot ne fut prononcé. Personne ne jeta un dernier regard en bas. Les 3 ombres disparurent dans la pluie, et Dahlia fut laissée seule au fond d'une fosse dont personne ne se souvenait de l'existence. Elle a essayé de s'asseoir en roulant sur le côté, puis en se redressant avec son épaule. Mais ses mains étaient liées derrière son dos, et le poids d'une grossesse de 5 mois transformait chaque mouvement en une bataille. Ses genoux ont glissé dans la boue. La première fois, elle est tombée sur le côté. La deuxième fois, elle a appuyé son dos contre le mur de terre et poussé lentement et a réussi à se lever. La fosse était plus profonde qu'elle ne l'avait imaginé. Les murs de terre qui l'entouraient étaient au moins d'une longueur de bras plus haut que sa tête. Le bord n'était qu'une ligne noire floue contre le ciel gris, et la pluie tombait droit dessus sans rien pour l'arrêter. L'eau était déjà montée jusqu'à sa taille. Ce n'était pas de l'eau stagnante qui était là avant. C'était de l'eau qui montait encore. La pluie se déversait sans cesse dans la fosse, et le sol autour était si détrempé que plus d'eau s'infiltrait à travers les murs en petits ruisseaux boueux. Dahlia pouvait sentir sa vitesse, non pas avec ses yeux, mais avec sa peau. L'eau froide a touché sa taille, puis 5 minutes plus tard, elle a touché sous sa poitrine, puis elle est montée encore plus haut. Elle ne s'arrêtait pas. Les murs de terre ont commencé à s'effondrer. De petits morceaux d'abord, puis de plus gros. Des mols de terre humides tombaient dans l'eau avec des éclaboussures sourdes et lourdes. Et chaque fois qu'un autre morceau tombait, le fond de la fosse rétrécissait et l'eau montait plus vite. Dahlia a perdu pied lorsqu'une section de terre s'est effritée sous son talon. Elle est tombée sur la droite, son épaule heurtant le mur de terre. Sa bouche scellée par du ruban adhésif, incapable de crier. Seul un son étouffé piégé dans sa gorge. Elle s'est relevée et tombée à nouveau lorsque la boue a glissé sous ses pieds, s'est relevée encore. Son ventre bloquait tout, l'empêchait de se pencher, l'empêchait de garder l'équilibre, l'empêchait de se presser à plat contre le mur. Oui, il était marqué. Entre elle et chaque mouvement, un rappel constant qu'elle n'essayait pas seulement de se maintenir en vie. L'eau est montée jusqu'à sa poitrine. Elle était si froide qu'elle a senti ses doigts derrière son dos commencer à s'engourdir, puis à disparaître complètement de sa sensibilité. Elle respirait par le nez, essayant de contrôler le rythme, car elle savait que si elle paniquait, sa respiration s'accélérerait. Son nez n'absorberait pas assez d'air et elle s'évanouirait avant même que l'eau n'ait la chance de la noyer. Elle a compté. Inspirer sur 4 temps, retenir sur 2, expirer sur 4. Encore, 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 jusqu'à ce que le compte devienne la seule chose qu'elle entendait en plus de la pluie.
Puis elle l'a senti. Un coup de pied petit, mais clair, de l'intérieur de son ventre. Pas un coup de pied de fer, pas le genre de coup de pied d'un bébé plein de vie et de jeu, mais un coup léger. Le coup de pied de quelqu'un d'autre qui essayait aussi de s'accrocher dans le noir. Dahlia a fermé les yeux. Des larmes ont coulé sur son visage, mais elles ont disparu dans la pluie et l'eau boueuse, et personne n'aurait pu faire la différence. Elle a parlé dans son esprit car sa bouche ne pouvait pas parler, mais elle a formé chaque mot clairement, comme si le bébé à l'intérieur d'elle pouvait l'entendre. Pas encore. Pas maintenant. Je ne t'ai pas donné la permission. Le bébé a donné un autre coup de pied. Une fois de plus, et Dahlia s'est redressée. L'eau est montée jusqu'à son cou. Elle a incliné la tête en arrière, sa colonne vertébrale contre le mur de terre. Son menton levé aussi haut que possible, son nez à peine au-dessus de la surface. Ses yeux étaient fermés, non pas parce qu'elle abandonnait, mais parce qu'il n'y avait plus rien à voir. Seule la sensation restait, l'eau froide autour de sa gorge, touchant sous son menton, la boue glissante dans son dos, la pluie battant sur le sommet de sa tête, et à l'intérieur de son ventre, plus profond que tout, les coups de pied, petits, réguliers et ininterrompus, la seule chose qui la maintenait debout, la seule chose qui la faisait respirer, la seule chose qui faisait que ses jambes refusaient de s'effondrer, même si son corps suppliait d'arrêter depuis longtemps. Au-dessus d'elle, la pluie continuait de tomber sans pitié. Le ciel ne contenait ni étoiles, ni lune, rien que de l'eau et de l'obscurité. Personne ne savait qu'elle était là. Personne ne la cherchait. Personne dans cette maison ne demanderait demain où la domestique enceinte était passée. Ou presque personne. Car dans le couloir du sous-sol du domaine Fierro, un matin de Naples se tenait toujours devant une chambre vide, et son gémissement plaintif et bas ne s'était toujours pas arrêté. Rowan est rentré au domaine vers minuit. La réunion à Hartford avait duré plus longtemps que prévu, et il avait conduit sous la pluie pendant 40 minutes sur le chemin du retour. Son esprit était encore à moitié piégé dans la salle de conférence où il venait de signer un nouvel accord de transport via le port de Bridgeport. Il a franchi la porte d'entrée, a enlevé son manteau, l'a accroché au porte-manteau, et la première chose qu'il a remarqué, c'est une absence. Bobby n'était pas là. Chaque nuit, quand Rowan rentrait tard, le chien était toujours couché dans le hall principal, devant la porte du bureau. Sa tête reposait sur ses pattes avant, ses yeux ouverts, attendant. C'était une habitude depuis 4 ans, depuis le jour où Rowan l'avait ramené à la maison. Une habitude qui n'avait jamais été rompue une seule fois, ni pour les tempêtes, ni pour la chaleur torride. Pour rien. Mais ce soir, les halls étaient vides. Rowan s'est arrêté une seconde, puis s'est dirigé vers le sous-sol. Il a entendu Bobby avant de le voir. Un gémissement bas et constant. Pas fort, mais ininterrompu. Porté le long du couloir du sous-sol comme un fil tendu sur le point de se rompre. Bobby se tenait devant la porte de Dahlia. 70 kilos d'immobilité. Ses pattes avant pressées près de la fente sous la porte. Ses griffes grattant légèrement le bois, puis grattant à nouveau, puis encore. Le chien ne s'est pas retourné quand il a entendu les pas de Rowan. Il a seulement gémi un peu plus fort, comme pour lui dire qu'il était arrivé trop tard. Rowan a ouvert la porte. La chambre était vide. Pas vide comme quand une personne part pour un petit moment et revient, mais vide de la manière où quelque chose ne va pas. Le lit était en désordre. La couverture tirée de travers. L'oreiller repoussé. Mais la lampe de chevet était toujours allumée et les pantoufles de Dahlia étaient toujours sur le sol. Elle n'était pas partie de son plein gré. Personne ne quitte sa chambre au milieu d'une nuit de tempête en laissant ses chaussures derrière soi. Bobby s'est précipité devant Rowan dans la chambre, son nez balayant le sol, le lit, chaque surface. Puis il s'est arrêté au lit. Rowan s'est avancé et l'a vu. Le mouchoir. Son mouchoir. Blanc avec une bordure cousue bleu foncé. Placé sur le lit exactement là où Bobby dormait chaque nuit. Il l'a reconnu tout de suite. Non pas parce qu'il se souvenait du mouchoir lui-même, mais parce qu'il se souvenait de la nuit où il l'avait laissé sur la balustrade. La nuit où elle était assise, pleurant seule dans le jardin arrière, et où il était passé sans dire un mot, posant seulement le mouchoir avant de s'éloigner, car il n'avait jamais su comment réconforter qui que ce soit, et ne savait pas s'il en avait même le droit. Elle l'avait gardé. Pendant tous ces mois, elle avait gardé son mouchoir, et il ne l'avait jamais su. Mais ce qui a arrêté Rowan, ce n'était pas qu'elle l'ait gardé. C'était de la façon dont il avait été plié. De travers. Les coins ne s'alignaient pas.
Le pli n'était pas droit. Un côté était plus long que l'autre. Dahlia Ashford ne pliait pas les choses de travers. Il l'avait vu plier le linge de table, les tabliers, les couvertures de Bobby. Chaque pli était exact au point d'en être obsessionnel. Wendell lui avait dit un jour, d'une voix mi-surprise, mi-impressionnée, que la jeune fille pliait les mouchoirs plus droits qu'une machine. Celui-ci n'avait pas été mal plié parce qu'elle était pressée. Il avait été mal plié parce qu'elle voulait qu'il soit de travers. Rowan l'a ramassé et l'a regardé plus longtemps qu'il n'avait regardé quoi que ce soit de toute la journée. Puis il a de nouveau regardé le lit et a vu autre chose. L'empreinte d'une main sur le drap où elle était assise. Et à côté, l'empreinte inversée et nette de la lettre F, fermement pressée dans le tissu. Un témoin silencieux de l'avertissement qu'elle avait laissé derrière elle. Il n'a pas trouvé la bague car elle était toujours à sa main, mais il savait qu'elle était là. Et il savait qu'elle en avait fait quelque chose avant qu'il ne l'emmène. Bobby n'a pas attendu qu'il finisse de réfléchir. Le chien a filé hors de la chambre, a dévalé le couloir du sous-sol, monté les escaliers, traversé le hall principal et s'est jeté contre la grande porte arrière menant au jardin. Rowan a suivi. Quand il a ouvert la porte, Bobby a jailli sous la pluie sur 3 foulées, puis s'est arrêté et s'est retourné pour le regarder. La pluie coulait sur les plis de sa peau ridée. L'eau ruisselait de son museau en filet. Mais il se tenait là, solide comme la pierre. Ses yeux fixés sur Rowan attendant. Il n'a pas aboyé. Il n'a pas grogné. Il ne l'a pas pressé d'avancer. Il a simplement attendu, et Rowan a compris. Il n'a pas appelé ses gardes. Il n'a réveillé personne. Il n'a pas passé d'appel téléphonique. Il est retourné sur ses pas pendant 10 secondes et pris le Beretta du coffre-fort de son bureau, l'a glissé dans sa ceinture, a remis son manteau et est sorti dans la tempête. « Montre-moi. » Bobby a couru, le nez au sol, 4 pattes martelant la boue à un rythme régulier et sûr, à travers les rangées de chênes, à travers le jardin arrière, par-dessus la clôture et dans les bois. Le chien n'a hésité à aucun tournant. Il savait exactement où aller, car l'odeur de Dahlia était gravée dans sa mémoire plus profondément que n'importe quel ordre. 3 mois à s'occuper de lui, à le baigner, à dormir à ses côtés, à lui parler, avaient fait de son odeur quelque chose que Bobby connaissait plus intimement que même l'odeur de son propre maître. Rowan le suivait, ni plus vite, ni plus lentement, ses yeux balayant l'obscurité autour d'eux, ses oreilles perçant la pluie à la recherche d'un son. Il ne savait pas dans quoi il s'engageait, mais il savait que Bobby ne courait jamais comme ça sans raison. Et la raison était toujours réelle. Ils ont couru pendant près de 10 minutes à travers les bois sombres. Puis Bobby s'est arrêté. Brusquement, les 4 pattes plantées dans le sol, le museau fixé droit devant, tout son corps s'abaissant comme pour se préparer à bondir sur quelque chose. Rowan est arrivé à côté de lui. Il a suivi la direction du regard du chien et a vu la fosse, noire, inondée presque jusqu'au bord, et à l'intérieur, au milieu de l'eau boueuse et noire, une tête inclinée en arrière, le menton à peine au-dessus de la surface, les yeux fermés, les cheveux plaqués sur son visage, le corps tremblant sans pause. Et pourtant, toujours debout. Dahlia était toujours debout, toujours en train de respirer. À peine! Rowan sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pas de la peur, mais quelque chose de plus ancien, de plus profond. Quelque chose qu'il avait enfermé pendant 8 ans et qui maintenant battait contre la serrure. Il s'est avancé vers le bord de la fosse et Bobby s'est figé. Pas le genre de blocage qu'il avait fait plus tôt devant la chambre de Dahlia. Un genre différent. Les oreilles dressées, le corps encore plus bas, les muscles tendus sous la peau ridée. Le chien ne regardait plus la fosse. Il regardait vers les bois de l'autre côté du sentier. Rowan l'a entendu avant de le voir. Un moteur, lointain, puis plus proche. Puis des phares ont percé les arbres, balayant d'avant en arrière comme des doigts qui cherchent. Le véhicule s'est arrêté à environ 50 mètres de la fosse. Les phares sont restés allumés. Le moteur a continué de tourner. Ils étaient revenus. Pas pour vérifier. Rowan le savait. Car les hommes qui reviennent pour vérifier n'amènent pas 3 hommes avec eux. Il a immobilisé tous ses mouvements. Il a pressé Bobby vers le bas d'une main. Il les a fait reculer tous les deux dans la partie la plus sombre des arbres, derrière un chêne massif où les ombres étaient assez épaisses pour les engloutir. Il ne se cachait pas. Il choisissait sa position. Sa main droite a sorti le Beretta de sa ceinture.
La sécurité s'est désactivée, son index reposant le long de la carcasse. Pas encore sur la gâchette, mais prêt. Ses yeux se sont plissés, fixés sur la tranche de lumière projetée par les phares, où trois portières de voitures se sont ouvertes l'une après l'autre et trois silhouettes sont descendues dans la boue. Trois ombres se sont séparées dans le halo des phares. Deux sont restées près du véhicule. Une s'est dirigée vers la fosse. Perry Hale. Rowan l'a reconnue tout de suite. Non pas parce qu'il pouvait voir clairement son visage, mais à cause de sa façon de marcher. Des pas courts, les épaules légèrement voûtées, la tête penchée en avant. La démarche d'un homme qui ne voulait pas être là, mais qui n'avait pas le choix. Perry a marmonné quelque chose en approchant. Ses bottes ont glissé 2 fois dans la boue. Il a juré doucement, puis a sorti une lampe de poche de la poche de sa veste, l'a allumée, l'a balayée une fois autour de la clairière, et l'a finalement dirigée vers la fosse. Rowan observait de derrière le chêne, à pas plus de 10 pas de distance. Bobby était couché à côté de lui, pressé contre le sol. Ses yeux n'étaient pas sur Perry, mais sur le véhicule où les 2 autres silhouettes se tenaient encore. Le chien avait compris. Sa tâche n'était pas la proie devant lui, c'était de la menace derrière elle. Perry a atteint le bord de la fosse et a éclairé le fond. Le faisceau jaune pâle a effleuré l'eau noire, les murs de terre effondrés, puis s'est arrêté sur Dahlia. Elle était toujours là, le menton levé, les yeux fermés, les cheveux plaqués sur son visage. Tout son corps submergé, sauf son visage au-dessus de l'eau. Elle tremblait constamment, mais elle était toujours debout. Perry la fixa un instant, puis dit assez fort pour que lui seul l'entende. Elle respire encore. Il n'y avait aucune déception dans sa voix, aucune satisfaction non plus. Juste une confirmation. La voix d'un homme qui coche un élément sur une liste. Il se tenait au bord de la fosse, la lampe de poche toujours pointée vers le bas. Son autre main pendait mollement à son côté, et il n'a rien entendu derrière lui. Car la pluie avalait tous les sons, et parce que Rowan Farrow se déplaçait dans l'obscurité comme s'il y était né. Le bras est passé autour de la gorge de Perry par derrière si vite qu'il n'avait même pas eu le temps d'inspirer avant que sa trachée ne soit coupée. Pas une prise d'étranglement, mais un verrouillage précis. L'avant-bras appuyait des 2 côtés du cou pour couper le flux sanguin vers le cerveau, tandis que l'autre main bloquait sa tête, contrôlant la direction et le son. Perry s'est débattu par instinct, poussant en arrière, griffant le bras de Rowan. Ses pieds donnaient des coups dans la boue alors qu'il essayait de trouver un appui. Mais il était mince et surpris, et Rowan ne l'était pas. Rowan n'a pas combattu la lutte. Il l'a absorbée et l'a laissée s'épuiser. Perry a tenté d'attraper la lampe de poche qui était tombée dans la boue, puis a essayé d'atteindre sa poche où quelque chose était caché. Mais ses doigts lui faisaient déjà défaut. La force l'a quitté, passant de la résistance à la panique et de la panique à la faiblesse. Rowan a maintenu la pression constante. Ni plus, ni moins. Juste assez pour contrôler. Quand Perry a cessé de se battre, Rowan l'a déposé dans la boue aussi doucement que s'il posait un objet, puis a tiré la cordelette de la propre veste de Perry. Il a attaché les 2 mains de Perry derrière son dos, avec un nœud rapide et serré. Pas besoin de regarder, car ses mains avaient fait ce genre de travail trop de fois dans sa vie. Perry gisait sur le côté dans la boue, respirant faiblement, ses yeux à moitié ouverts et sans expression. Rowan s'est agenouillé à côté de lui, une main appuyant sur l'épaule de Perry, l'autre posée sur sa gorge où le pouls battait. Sa voix était basse et égale. Pas plus forte que la pluie, mais plus tranchante. « Qui t'a envoyé ?» Perry a dégluti avec difficulté. Sa gorge le brûlait encore de l'étranglement. Il n'a pas essayé de mentir car il n'en avait plus la force. Et parce que les yeux qui le fixaient dans l'obscurité n'étaient pas ceux d'un homme qui demanderait 2 fois. « Grant !» a-t-il râpé, l'eau de pluie coulant dans sa bouche. « Et Mademoiselle Marchand ?» Rowan n'a pas réagi. Il n'a pas froncé les sourcils. Il n'a pas serré la mâchoire. Il n'a pas changé sa respiration. Si ces 2 noms avaient touché quelque chose en lui, cela avait été enterré plus profondément que la fosse à côté d'eux. Il a gardé sa main sur la gorge de Perry pendant encore 3 secondes, lisant le pouls, lisant la façon dont les yeux de l'homme bougeaient, lisant le corps au lieu des mots. Car Rowan avait appris il y a longtemps que le corps ne savait pas mentir. Perry disait la vérité. Rowan a appuyé plus fort au point exact sur le cou de Perry. Et Perry a de nouveau perdu connaissance.
7 fois plus profondément, plus longtemps. Rowan a lâché prise, s'est levé et s'est dirigé vers le véhicule. Bobby était toujours couché dans la même position, ses yeux fixés sur les deux silhouettes restantes. Le chien n'avait pas besoin d'un ordre pour comprendre que ce n'était pas fini. Les deux hommes près du véhicule commençaient à s'en rendre compte. Perry était parti depuis trop longtemps. Plus longtemps qu'il n'aurait dû en falloir pour éclairer une fosse et dire une phrase. L'un d'eux a appelé le nom de Perry. Pas fort, mais assez pour être entendu à travers la pluie. Personne n'a répondu. Le silence s'est étiré sur 3 secondes, puis 5, puis 10. Et chaque seconde disait la même chose. Quelque chose n'allait pas. Près de la route, une portière de voiture s'est ouverte. Barrett Slade n'a pas appelé une deuxième fois. Il a sorti le Glock de l'étui à sa taille, a vérifié le chargeur d'un mouvement aussi automatique que la respiration, puis est entré dans les bois. Pas avec la marche hésitante et réticente de Perry, mais avec la démarche d'un homme qui était entré dans l'obscurité assez de fois pour savoir que l'obscurité n'était pas quelque chose à craindre, c'était quelque chose à contrôler. Le Glock était levé au niveau de la poitrine, les deux mains stables. Ses yeux balayaient lentement de gauche à droite, lisant chaque poche d'ombre entre les troncs d'arbres. 40 ans, 3 ans comme garde du corps de Grant, et avant cela, basta 12 ans dans des emplois que personne n'a jamais consignés dans aucun dossier. Barrett n'était pas intelligent comme Grant était intelligent. Il n'était pas froid comme Paxton était froid. Mais il possédait quelque chose qu'aucun des deux n'avait. L'instinct d'un animal qui sait quand la forêt est devenue silencieuse de la mauvaise manière. Il s'est enfoncé plus profondément. La lampe de poche montée sous le Glock balayant le sol. Et puis il a vu Perry, couché sur le côté dans la boue, les mains liées derrière le dos, le visage tourné d'un côté, immobile. Barrett ne s'est pas l'arrêter pour le vérifier. Il ne s'est pas agenouillé pour sentir son pouls. Il n'a pas appelé son nom, il a tiré. Une seule balle dans la poitrine de Perry. Le coup de feu a déchiré la nuit pluvieuse, sec et bref, comme une déclaration qui n'avait pas besoin d'explication. Le corps de Perry a eu une secousse puis est resté immobile. Barrett avait tiré sur son propre homme sans ciller. Car dans ce monde, un homme ligoté était un homme capturé. Et un homme capturé était un homme qui pouvait parler. Et Barrett Slade ne laissait pas de témoins derrière lui. Pas même des témoins de son propre camp. Le coup de feu a tout changé. Il a brisé l'avantage du silence de Rowan. Mais il a aussi brisé la patience de Barrett. Car après le coup de feu, il s'est redressé, a balayé la lampe de poche plus largement, cherchant celui qui avait ligoté Perry. Et il savait que cette personne était là, plus proche qu'il ne le voulait. Rowan a bougé au moment où le coup de feu a retenti, non pas par réaction, mais par calcul. L'explosion a couvert tous les autres bruits pendant 2 secondes. Et ces 2 secondes lui ont suffi pour passer de derrière le chêne à un fourré plus bas, plus près maintenant. À environ 8 pas derrière Barrett, il a fait signe à Bobby d'un geste de la main que le chien avait appris bien avant l'arrivée de Dania. Bobby s'est élancé, se déplaçant vers la gauche, bas sur le sol, 70 kilos glissant à travers les broussailles avec presque aucun bruit. La lampe de poche de Barrett a balayé vers la droite. Bobby a bondi de la gauche, pas directement sur l'homme, mais à travers l'espace entre 2 troncs d'arbres à un angle bas. Il a créé un mouvement assez rapide et assez grand pour forcer Barrett à se tourner. Le Glock s'est tourné avec les yeux de Barrett, se verrouillant sur la forme sombre en mouvement. Et à l'instant où le canon a quitté l'espace devant Rowan, Rowan était déjà là. Il est entré par l'angle mort de Barrett sur la droite. Il n'a pas cherché à attraper l'arme. Il n'a pas essayé de s'emparer de l'arme. Il a attaqué la structure. Sa jambe droite a frappé directement l'extérieur du genou de Barrett. Le genou s'est plié latéralement à un angle qu'un genou n'est pas censé prendre, et Barrett est tombé, son bas du corps perdant le contrôle. Avant qu'il ne puisse se rétablir avec le haut de son corps, Rowan avait déjà attrapé l'épaule droite de Barrett et l'avait tiré en arrière, le déséquilibrant complètement. Barrett est tombé sur le côté, mais pas comme Perry était tombé. Il est tombé comme un homme qui sait se battre, tordant son corps, plantant sa main gauche contre le sol pour garder la moitié de son équilibre, tandis que sa main droite tenait toujours le Glock. Il a pointé le canon vers Rowan et a tiré. Mais Rowan s'était déjà déplacé d'un pas vers la gauche et la balle a fendu l'air là où sa poitrine se trouvait une seconde plus tôt. Barrett a essayé de se relever, son genou hurlant de douleur,
mais ses muscles étaient assez forts pour forcer à travers la douleur. Il a envoyé son poing gauche directement dans le flanc droit de Rowan. Le coup a atterri, solide, lourd, assez précis pour que Rowan sente ses côtes frémir, assez pour lui couper le souffle pendant un instant, assez pour lui dire que Barrett et Slade n'étaient pas Perry Hale. Barrett s'est jeté vers le Glock qui était tombé dans la boue lorsque son genou a pris le coup, l'atteignant, ses doigts effleurant la crosse en métal. Rowan n'a pas cherché l'arme. Il s'est avancé et a donné un coup de pied droit dans le poignet de Barrett. Le poignet s'est plié dans une direction qu'il n'était pas censé prendre, et le Glock a glissé plus profondément dans la boue, hors de portée, hors du combat. Barrett a grogné, essayant de se tourner, de se relever, de transformer la douleur en levier, mais Bobby est venu de derrière. 70 kilos se sont lancés directement dans le dos de Barrett. Il n'a pas mordu, n'a pas déchiré, il a juste concentré tout son poids en un seul point entre les omoplates. Barrett a été projeté en avant, a perdu tout équilibre et s'est écrasé face contre terre dans la boue. Rowan a suivi immédiatement. Son genou s'est enfoncé au milieu du dos de Barrett. Sa main gauche a attrapé le bon poignet de l'homme et l'a tordu derrière lui. Sa main droite a saisi le poignet cassé et l'a traîné de la même manière. Et Barrett a crié pour la première fois, non pas de peur, mais parce que le poignet cassé était forcé dans une position qu'il ne pouvait plus supporter. Rowan l'a ligoté avec le serre-câble de la propre veste de Barrett, l'a passé à travers les deux poignets et l'a serré assez fort pour mettre fin au combat sans mettre fin à l'homme. Barrett gisait dans la boue, le visage tourné d'un côté, respirant fort, du sang et de la boue coulant de son nez en même temps. Il a craché quelque chose de rouge, puis a ri. Non pas de joie, mais du rire d'un homme qui savait qu'il avait perdu et qui voulait quand même s'assurer que le vainqueur ne gagne pas sans une égratignure. « Trop tard, Fierro », a-t-il râpé, la boue épaississant sa voix. « Grant a déjà tout ce qu'il faut pour te remplacer. Les papiers, les noms, les routes. Tu n'es que le dernier nom sur la liste qui doit disparaître. » Rowan le regarda. La pluie coulait sur son visage, dans ses yeux, dans sa bouche, mais il ne sia pas, ne l'essuya pas. Il resserra la contrainte d'un cran, juste assez pour faire siffler Barrett entre ses dents, puis il parla lentement. Sa voix était égale, pas plus forte que la pluie, mais chaque mot atterrissait comme une balle chargée dans un chargeur. Alors il aurait dû commencer par moi. Il se leva. Bobby se tenait à côté de lui, ses yeux ayant depuis longtemps quitté Barrett, fixés maintenant sur le sentier où le véhicule tournait toujours, les phares toujours allumés. Il restait un homme. Et quand Rowan a suivi le regard de Bobby, il a su que le dernier homme n'était pas comme les deux autres. Paxton Greer n'avait pas couru dans les bois quand il a entendu le coup de feu. Il n'avait pas appelé le nom de Barrett. Il était resté près du véhicule, attendant en silence. Et la façon dont il attendait a tout dit à Rowan. Il n'était pas pressé. Et dans un moment comme celui-ci, l'homme qui n'était pas pressé était l'homme le plus dangereux de tous. Paxton Greer s'est éloigné lentement de la voiture, comme un homme qui fait une promenade tranquille. Il ne s'est pas précipité dans les bois, n'a pas sorti son arme tout de suite, n'a appelé personne. Il s'est tenu à côté de la portière ouverte et a balayé du regard toute la zone devant lui, de gauche à droite, puis de droite à gauche. Il lisait l'obscurité, les distances, l'angle des phares se déversant contre les troncs d'arbres, et il calculait. Rowan l'a reconnu immédiatement. Ce n'était pas un homme comme Perry ou Barrett, c'était le genre d'homme qui était comme lui. Paxton a sorti un Sig Sauer de l'étui attaché à sa cuisse et l'a levé au niveau de la poitrine. Ses deux mains étaient instables, sa posture plus basse que celle de Barrett, plus contrôlée, et sa façon de bouger ne gaspillait pas un seul pas. Il est entré dans les bois par un grand angle, ne se dirigeant pas directement vers l'endroit où Perry et Barrett étaient allés, mais en tournant vers la droite. Il gardait ses distances avec la fosse, utilisant les troncs d'arbres pour protéger son dos, et ne laissant jamais ses yeux se poser sur un point plus de 2 secondes. Il s'est arrêté à environ 15 pas de la fosse, a vu Barrett couché dans la boue, a vu Perry immobile à proximité, et il n'a pas été surpris. Il s'est simplement adapté. « Vous n'êtes pas juste un propriétaire de domaine, n'est-ce pas ?» a dit Paxton, sa voix si calme qu'on aurait dit qu'il conversait dans un salon. Il ne parlait pas fort, il ne dirigeait pas les mots vers une direction particulière. Il les a simplement libérés dans l'air,
sachant que l'homme à qui il s'adressait était quelque part dans le noir à l'écoute. Rowan n'a pas répondu. Le silence était une arme, et il n'allait pas révéler sa position avec sa voix. Paxton n'a pas attendu de réponse. Il s'est tourné vers la fosse, a levé le Sig Sauer et a tiré. Pas dans les bois, pas dans l'obscurité, mais sur le bord de la fosse. La balle s'est enfoncée dans le mur de terre détrempé, juste au-dessus de la ligne de flottaison, et toute une section de terre s'est effondrée. L'eau a violemment déferlé, montant en tourbillonnant, et du fond de la fosse est venu un son, étouffé par le ruban adhésif sur sa bouche, étranglé, brisé. Le son de quelqu'un soudainement forcé sous l'eau, puis ramené à la surface, toussant de l'eau, essayant de garder son nez au-dessus de la surface alors que celle-ci venait de monter de 3 pouces en une seconde. Dahlia. Paxton a jeté un coup d'œil dans la fosse une fois, puis a regardé de nouveau vers les bois. « Tu as environ 1 minute, a-t-il dit du même ton égal, comme un homme lisant un bulletin météo. Elle est ce qu'elle porte. Et Rowan a perdu le contrôle. Pas le genre de perte de contrôle qui s'accompagne de cris ou de mouvements imprudents, mais le genre qui commence par quelque chose qui se fissure en lui. Une petite fracture, mais assez profonde pour que tout ce qu'il avait gardé scellé pendant des mois se précipite à travers. Sa mâchoire s'est serrée si fort que l'os ressortait à sa tempe sous la peau. Le pouls dans son cou s'est accéléré sous le halo brisé des phares filtrant à travers les arbres. Et sa main s'est refermée sur le Beretta plus fort que nécessaire. Ce qu'elle porte. La phrase ne parlait pas de Dahlia. Elle ne parlait pas de la domestique. Elle parlait de l'enfant qu'il savait être là. L'enfant qu'il avait vu grandir jour après jour sous la courbe de son corps à travers les portes vitrées et les couloirs. L'enfant qu'elle avait promis de protéger cet après-midi-là quand elle avait parlé à Bobby et qu'il s'était tenu devant la porte, écoutant. Paxton venait de transformer cet enfant en monnaie d'échange, en mesure du temps, en arme, et l'eau en bourreau. Rowan a expiré une fois et a scellé la fracture, non pas en l'oubliant, mais en l'utilisant. Il s'est déplacé vers la gauche dans l'obscurité entre 2 troncs d'arbres, brisant la ligne de mire de Paxton en ne restant jamais au même endroit plus de 3 secondes. Paxton a tiré une deuxième fois. La balle a déchiré l'air où Rowan se trouvait une demi-seconde plus tôt et a frappé l'arbre derrière lui avec un craquement sec et sourd. Rowan a donné un ordre à Bobby d'un seul mot, si bas que c'était presque un souffle. Bobby s'était lancé de la gauche, presque du sol, 70 kilos se déplaçant plus vite que n'importe quoi d'aussi lourd n'en avait le droit. Mais le chien n'a pas chargé directement Paxton. Il a avancé de 3 pas, puis a brusquement viré à droite, traversant la ligne de vision de Paxton et forçant le canon à se tourner avec lui. Le troisième coup de feu a déchiré l'espace vide où Bobby venait d'être, n'effleurant rien, et à l'instant où Paxton a pivoté après le chien, son dos s'est ouvert vers Rowan. Rowan est arrivé du côté opposé. Sa main gauche a frappé le canon du Sig Sauer, déviant complètement la ligne de tir. Le quatrième coup de feu s'est envolé inutilement dans les bois. Sa main droite a attrapé le poignet de Paxton et l'a tordu en arrière contre l'articulation, forçant les doigts à s'ouvrir. Le Sig Sauer est tombé dans la boue. Paxton a réagi immédiatement, pas plus lentement qu'une respiration. Il a reculé pour prendre de la distance, sa main gauche tirant un couteau de l'étui à l'arrière de sa ceinture. Une lame d'environ 6 pouces de long qui a capté les phares pendant une fraction de seconde avant de disparaître dans le noir alors qu'il la retournait en prise inversée. Combat rapproché. Paxton a frappé le premier, rapide et précis, la lame fendant l'air vers le flanc gauche de Rowan. Rowan s'est penché en arrière juste assez pour que le couteau coupe l'air à moins d'1 pouce de son manteau, puis il est entré, réduisant l'angle d'attaque avant que Paxton ne puisse retirer le couteau. Ils ont échangé des coups dans l'espace étroit entre les arbres si rapidement que chacun a duré moins d'1 seconde. Paxton a envoyé un coude vers la tempe de Rowan. Rowan a tourné la tête juste assez pour éviter le plein impact, mais le coude l'a quand même effleuré assez fort pour laisser un sifflement aigu dans son oreille pendant 2 secondes. Rowan a frappé le poignet qui tenait le couteau. Paxton a gardé la lame, mais a perdu son angle. Tous deux ont perdu l'équilibre pendant une demi-seconde. Tous deux se sont rétablis. Paxton a tailladé vers le haut, visant l'estomac de Rowan. Rowan a reculé les hanches, mais la pointe de la lame a traversé le tissu de son manteau et y a laissé une longue entaille. Bobby a frappé sur le côté. 70 kilos se sont abattus sur la hanche droite de Paxton.
Pas de morsure, pas de déchirure, juste une force brute le déviant vers la gauche, le déséquilibrant d'un demi-pas de trop. Rowan a balayé la jambe. Son pied droit a frappé bas dans la cheville de Paxton et Paxton est tombé à plat sur le dos, sa colonne vertébrale s'écrasant dans la boue. Le couteau était toujours dans sa main, mais Rowan était déjà sur lui. Un genou écrasant le bras qui tenait la lame, une main saisissant le poignet et le tordant vers l'extérieur jusqu'à ce que les doigts s'ouvrent et que l'acier glisse et tombe dans la boue. Rowan a bloqué les deux bras de Paxton derrière son dos et les a liés avec la corde de Barrett, rapidement, fermement, sans avoir besoin d'un deuxième essai. Paxton gisait dans la boue, respirant fort, mais de manière contrôlée. La première fissure dans son calme fut la netteté de sa prochaine expiration. « Tu aurais dû rester en dehors de ça », a dit Paxton, le visage pressé contre le sol. Rowan a serré le dernier nœud, s'est relevé et l'a regardé. La pluie coulait sur le visage de Rowan et tombait de son menton sur sa poitrine. Et quand il a parlé, sa voix n'était pas plus forte que l'eau qui tombait, mais chaque mot portait plus de poids que n'importe quel coup qu'il avait porté. « Tu as enterré une femme enceinte vivante. Tu n'as pas le droit de me dire où me tenir. » Il s'est détourné. 3 hommes à terre. Les bois sont redevenus silencieux, à l'exception de la pluie et de la respiration difficile des hommes dans la boue. Mais Rowan ne les regardait plus. Il a regardé vers la fosse, et ce qu'il a vu a rendu tout ce qui s'était passé soudainement dénué de sens. L'eau était montée presque jusqu'au bord et en bas, là où Dahlia se tenait, il ne voyait plus rien maintenant, sauf de l'eau noire. Rowan a couru jusqu'au bord de la fosse et a regardé en bas. De l'eau noire, plate et immobile. Pas de tête inclinée en arrière. Pas de menton tendu au-dessus de la surface. Rien que la peau sombre de l'eau et la pluie qui la frappait, créant des millions de petits cercles qui disparaissaient au moment où il naissait. Dahlia n'était plus là, non pas parce qu'elle était partie quelque part, mais parce que l'eau l'avait prise. Rowan ne s'est pas arrêté. Il n'a pas calculé. Il n'a pas hésité. Il a sauté. Ses 2 pieds ont quitté le bord de la terre et son corps est tombé droit dans l'eau noire. Assez froide pour qu'il la sente comme un coup porté sur tout son corps, à la fois. L'eau lui est montée jusqu'à la poitrine. Le fond de la fosse était glissant debout. Ses pieds ont glissé une fois avant qu'il ne trouve un appui et se tiennent stables dans l'obscurité totale. Il ne pouvait rien voir. L'eau était épaisse de boue, noire comme de l'encre, et aucune lumière réelle n'atteignait cet endroit, à l'exception du faible halo des phares loin au-dessus. Il l'a cherché avec ses mains. Ses 2 bras ont fendu l'eau, balayant de gauche à droite sous la surface, puis plus profondément. Rien. Il s'est déplacé vers la droite et a balayé à nouveau. Ses doigts sont touchés du tissu, une épaule. Il a saisi et a tiré vers le haut, et il a senti son poids. Plus lourde que ce à quoi il s'attendait à cause de l'eau, à cause de la boue imprégnée dans ses vêtements. Parce que son corps ne se battait pas avec lui, ne l'aidait pas à soulever, mais gisait là comme quelque chose qui avait déjà abandonné. Il l'a tiré au-dessus de la surface. Sa tête est tombée en arrière. Ses yeux étaient fermés. Le ruban adhésif scellait toujours sa bouche et ses cheveux couvraient son visage comme des algues noires en eau profonde. Il a d'abord arraché le ruban adhésif de sa bouche, d'un mouvement sec, puis a atteint derrière son dos pour les liens. Ses doigts étaient engourdis dans l'eau glottée. Mais il a trouvé le nœud, l'a défait, et ses bras sont tombés le long de ses côtés, mous, sans force. Il la tenait d'un bras, gardant sa tête au-dessus de la surface. Et de l'autre, il a tiré la corde qu'il avait apportée du domaine, toujours enroulée sur son épaule, maintenant trempée et lourde, mais toujours utilisable. Il l'a passée sous ses 2 bras, l'a enroulée sur le haut de sa poitrine et l'a nouée devant. Assez serré pour la tenir, mais sans appuyer sur son ventre. Son ventre était là, juste devant lui, arrondi et ferme sous le tissu mouillé. Et il l'a senti en passant la corde sur son corps, une présence qu'il ne pouvait ignorer, qu'il ne pouvait prétendre ne pas voir. Il a levé les yeux vers le bord de la fosse. Bobby se tenait là, regardant en bas, les 4 pattes calées contre la terre glissante, son corps incliné vers l'avant, ses yeux fixés sur Dahlia. Rowan a lancé l'extrémité de la corde vers le haut. La première fois, elle laisse retomber. La deuxième fois, Bobby l'a attrapée,
Le chien l'a serré dans ses mâchoires si fort que les muscles des deux côtés de son museau ressortaient sous la peau ridée. Et puis il a reculé. Ses quatre pattes se sont enfoncées dans la terre détrempée, ses griffes creusant profondément dans la boue. Ses 70 kilos s'abaissant pour tirer, traînant vers l'arrière avec le poids et l'endurance d'une race née pour aller, pour tenir et pour ne jamais lâcher. Rowan poussait d'en bas, ses deux mains calées sous le dos de Dahlia, la soulevant, la poussant vers le bord de la fosse pendant que Bobby tirait d'en haut. Plus lourde que la normale, beaucoup plus lourde, car Dahlia était enceinte, car ses vêtements étaient pleins d'eau et de boue, car son corps ne lui donnait rien du tout, complètement mou. Les pieds de Rowan ont glissé dans la boue au fond de la fosse. Il est tombé sur un genou, l'eau montant jusqu'à sa poitrine puis jusqu'à sa gorge dans cette position, mais il ne l'a pas abaissé. Il s'est relevé et a poussé à nouveau. Bobby a tiré à nouveau, centimètre par centimètre. La corde coupait les mâchoires du chien, la bave mélangée à la boue coulant de sa bouche sur le sol, mais il n'a pas lâché. Ses griffes arrière ont creusé plus profondément. Un pas en arrière, puis un autre, puis un autre. Dahlia a atteint le bord de la fosse. Le haut de son corps est passé en premier, puis son ventre, puis ses jambes, et elle gisait sur le sol mouillé, immobile, tout comme elle l'était quand Rowan l'a trouvée sous l'œil. Bobby a lâché la corde immédiatement et s'est retourné vers elle. Son museau poussant son visage, sa gorge, reniflant quelque chose qu'il avait besoin de trouver et ne pouvait pas. Rowan est sorti après elle. Ses mains ont attrapé le bord de la terre et ont hissé son corps. Ses bras tremblants de froid, d'épuisement, car son flanc droit le lançait encore du coup de poing de Barrett. Il a roulé par-dessus le bord et est resté là une seconde sur le sol, la pluie frappant son visage, puis s'est redressé et a rampé jusqu'à Dahlia. Elle gisait sur le dos, les yeux fermés, la bouche légèrement ouverte, les cheveux plaqués sur son front et son cou. Sa poitrine ne bougeait pas, ni de haut en bas, rien. Bobby gémit à côté d'elle, son museau reposant sur son bras, le même gémissement profond et régulier qu'elle avait entendu quand il se tenait devant sa chambre plus tôt cette nuit-là. Seulement maintenant, il le faisait juste à côté de son oreille, comme si la distance entre eux ne devait pas être plus grande que cela. Rowan a posé une main sur sa poitrine. Aucun mouvement. Il a pressé deux doigts sur son cou, cherchant un pouls. Il y en avait un, faible, lent, mais il était là. Elle n'était pas morte, mais elle ne respirait pas. Rowan a placé le talon de sa main droite au centre de la poitrine de Dahlia, sa main gauche par-dessus, les doigts entrecroisés pour maintenir la position, et il a commencé à appuyer. 1, 2, 3, 4. Il comptait dans sa tête, chaque compression assez profonde, assez forte, mais contrôlée, car sous ses côtes se trouvait le bébé, et il n'avait pas le droit de l'oublier, même une seconde. 30 compressions. Il s'est arrêté, a incliné sa tête en arrière, a ouvert ses voies respiratoires, lui a pincé le nez et a insufflé 2 fois dans sa bouche, lentement et assez longtemps pour voir sa poitrine se soulever. Puis, il est retourné aux compressions. Le premier cycle s'est terminé. Rien. Sa poitrine ne bougeait pas d'elle-même. Sa bouche ne réagissait pas. Son corps gisait là, froid et silencieux comme la surface de l'eau de la fosse d'où il venait de la tirer. La pluie frappait son visage et coulait dans ses yeux et sa bouche ouverte. Rowan a utilisé une main pour tourner légèrement sa tête sur le côté afin que l'eau ne coule pas dans ses voies respiratoires, puis a continué. Deuxième cycle. 30 compressions de plus. À chaque compression, il sentait ses côtes se plier sous ses mains, sentait le poids de son corps le repousser, et il sentait l'inutilité commencer à s'insinuer au bord de sa conscience. Ce sentiment qu'il avait connu à d'autres moments de sa vie, quand il avait tout fait correctement, et que le résultat était quand même mauvais. 2 insufflations de plus. Sa poitrine s'est soulevée, puis est retombée, mais n'a pas respiré d'elle-même. Bobby était resté près de Dahlia dès l'instant où elle avait été déposée sur le sol. Le chien ne bougeait pas, ne se levait pas, il était seulement couché contre son flanc, son museau reposant sur son bras, et il gémissait. Le son n'était pas le même que lorsqu'il se tenait devant sa chambre dans le domaine. Ce n'était pas le même que lorsqu'il se tenait au bord de la fosse et regardait d'en bas. Ce son était différent, plus profond, plus régulier, continu,
comme si le chien la rappelait dans une langue que seules deux créatures vivantes, qui avaient dormi l'une à côté de l'autre pendant 3 mois consécutifs, pouvaient comprendre. Il n'avait pas peur, il la rappelait à la maison. Troisième cycle. Rowan a appuyé sur la 12e compression, la 13e, la 14e, et à la 15e, il l'a senti sous ses mains. Pas la réaction de la poitrine, pas les côtes qui se plient, pas un battement de cœur. Quelque chose d'autre, plus profond, plus bas, à l'endroit où son ventre commençait, un coup de pied. Petit, faible, presque une illusion, mais il l'a senti clairement à travers le talon de sa main, remontant son poignet, son bras, son épaule et dans sa poitrine. Le bébé a donné un coup du pied. Rowan Farrow avait 37 ans. Il portait une arme depuis l'âge de 16 ans. Il avait appuyé sur la gâchette pour la première fois à 20 ans. Il avait senti des os se briser sous ses mains. Il avait senti le poids de la mort quand elle venait et quand elle partait. Il avait passé 18 ans dans un monde où tout ce que ses mains touchaient était froid ou dur, ou les deux. Jamais ses mains n'avaient senti quelque chose comme ça. Un petit coup de pied de l'intérieur du corps d'une autre personne, si petit que ce n'était presque rien, mais si vivant qu'on ne pouvait le nier. Il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas ralenti. Les compressions sont restées régulières. Ses mains sont restées sûres, mais quelque chose en lui a changé. Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire, seulement quelque chose qui se mettait à la bonne place, là où auparavant il n'avait pas su qu'il y avait un vide. Il ne pouvait pas le nommer. Il ne pouvait pas revenir en arrière. Et il savait qu'à partir de cette seconde, peu importe ce qui se passerait ensuite, il n'oublierait jamais la sensation de ce coup de pied sous sa main au milieu de la pluie, sur le sol froid, à côté d'un chien qui rappelait sa personne à la maison. Quatrième cycle. 30 compressions, 2 insufflations. Rowan a retiré sa bouche de la sienne et a attendu. 1 seconde, 2 secondes. Puis la poitrine de Dahlia s'est soulevée brusquement. Pas la douce élévation qu'elle faisait quand il lui insufflait de l'air, mais une convulsion violente. Toute sa cage thoracique se resserrant puis s'ouvrant à nouveau, et elle a toussé. De l'eau a gelé de sa bouche, noire et boueuse, se déversant sur le côté, et elle a toussé encore et encore, chaque fois son corps se recroquevillant, comme pour essayer de forcer tout ce qui l'avait presque tué à sortir. Puis elle a inspiré une respiration courte, rauque, qui lui déchirait la gorge, mais c'était une respiration, une vraie respiration, pas la sienne poussée en elle, mais la sienne propre. Bobby a réagi immédiatement. Le chien a poussé son museau contre son visage, léchant l'eau de pluie boueuse de sa joue, de son front, léchant encore et encore comme pour essayer de nettoyer la mort de son corps, une couche à la fois. Dahlia a ouvert les yeux, pas grands, seulement à moitié. Les paupières lourdes et floues, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit de clair. Mais elle a vu. La première forme était Rowan au-dessus d'elle, la pluie tombant autour de sa tête, son visage sombre contre la lumière derrière lui. Mais elle savait que c'était lui, car elle l'avait vu à travers les portes vitrées assez de fois pour reconnaître la ligne de ses épaules, la façon dont sa tête s'inclinait légèrement en avant quand il regardait quelque chose d'important. La deuxième forme était Bobby, museau mouillé, énorme, yeux ridés, si près que son souffle chaud touchait sa joue. La main de Dahlia a tremblé alors qu'elle la levait, lentement, faiblement, si faible qu'elle semblait à peine bouger, et l'a posée sur son ventre. Elle a attendu. 1 seconde, 2 des plus longues secondes de sa vie, plus longues même que celle où elle avait cessé de respirer au fond de la fosse. Puis le bébé a donné un coup de pied, plus fort que dans l'eau, plus clair, plus certain, comme s'il savait aussi qu'il devait faire savoir à sa mère qu'il était toujours là. Des larmes ont glissé des yeux de Dahlia. Pas de sanglots, pas de cris, juste des larmes qui coulaient silencieusement et se mélangeaient à la pluie sur son visage jusqu'à ce qu'il soit impossible de dire ce qui était quoi. Et peut-être que cela n'avait pas d'importance. Rowan s'est assis à côté d'elle, sa main droite appuyée sur le sol, sa poitrine lourde, sa respiration rattrapant enfin son corps, et la douleur dans son flanc droit remontant, aiguë, mais lointaine. Il n'a rien dit. Il ne lui a pas dit qu'elle allait bien. Il ne lui a pas dit que c'était fini. Il n'a offert aucun des mots que les gens disent habituellement dans des moments comme celui-ci, car il n'était pas un homme qui disait ces mots, et elle n'était pas une femme qui avait besoin de les entendre. Il est juste resté là, à côté d'elle,
sous la pluie, et il n'est pas parti. Les yeux de Dahlia ont commencé à se refermer. La conscience s'est lentement retirée, la ramenant vers l'obscurité. Mais cette fois, l'obscurité semblait plus chaude, plus sûre, car ce n'était pas de l'eau noire au fond d'une fosse. C'était l'épuisement d'un corps enfin autorisé à lâcher prise. Et la dernière chose qu'elle a comprise avant que tout ne devienne complètement flou, c'est qu'il était toujours là. Rowan a ramené Dahlia à travers les bois jusqu'au domaine. Elle gisait inconsciente dans ses bras, sa tête reposant contre sa poitrine, son corps si froid qu'il pouvait sentir cette froideur s'infiltrer à travers le tissu mouillé de ses propres vêtements. Bobby courait devant pour dégager le chemin, puis regardait en arrière tous les quelques pas, comme pour vérifier que Rowan suivait toujours, qu'elle était toujours là. Quand Rowan a ouvert la porte arrière du domaine d'un coup de pied, Wendell se tenait déjà dans le hall. Les yeux du vieil homme se sont écarquillés à la vue de la jeune fille dans les bras de Rowan. Boue, sang, eau de pluie et cette terrible immobilité. Rowan n'a pas expliqué. Appelez Prescott. Maintenant, Wendell s'est retourné et a passé l'appel avant que Rowan ne puisse dire un autre mot. Le docteur Noel Prescott est arrivé en 20 minutes. Elle avait 42 ans, des cheveux gris relevés en chignon, des yeux vifs et des mains stables. Les mains d'une femme qui avait soigné la famille Fierro pendant 2 générations et n'avait jamais demandé d'où venaient les blessures. Elle a travaillé sur Dahlia sur le canapé du salon du premier étage où Rowan l'avait déposée. Et pendant 45 minutes, elle a vérifié l'hypothermie sévère, l'eau dans les poumons, le faible taux d'oxygène dans le sang, la chute de la pression artérielle, et a écouté le rythme cardiaque fœtal avec un stéthoscope portable. Quand elle a finalement levé les yeux, son visage ne montrait rien d'autre que la précision froide d'un diagnostic. Hypothermie sévère. Il y a encore de l'eau dans ses poumons. J'en ai retiré une partie, mais elle doit être surveillée. Le fœtus est stable. Le rythme cardiaque est régulier. Puis elle a fait une pause, a regardé Rowan et a ajouté d'une voix différente, plus basse, plus lourde. Quelques minutes de plus et je les aurais perdus tous les deux. Rowan se tenait à côté du canapé, regardant Dahlia. Elle gisait sous les couvertures, son visage si pâle qu'il était presque gris, ses lèvres bleues, sa main reposant sur son ventre exactement là où elle l'avait placé avant de perdre connaissance. Bobby était couché sur le sol à côté du canapé, son museau sur le cadre du lit, ses yeux ne la quittant jamais. Rowan est resté là pendant 30 secondes, puis s'est détourné et est monté à l'étage. Il n'a pas frappé à la porte de Grant. Il l'a ouverte, est entré et a dit 2 mots. Stable. Maintenant. Grant était assis sur le lit, un téléphone à la main. Quand il a levé les yeux et a vu Rowan debout là, trempé, couvert de boue de la tête aux pieds, l'entaille dans son manteau du couteau de Paxton et le regard dans ses yeux, un regard que Grant n'avait jamais vu chez son frère auparavant, il a su. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il a posé le téléphone et s'est levé. Vivian était dans la chambre d'à côté. Elle a ouvert la porte avant que Rowan ne puisse frapper, car elle avait déjà entendu ses pas. Et parce qu'elle savait, depuis le moment où elle n'avait pas reçu le message de Barrett confirmant que le travail était fait, que quelque chose avait mal tourné. Elle est sortie dans le couloir, ses cheveux toujours parfaits, sa chemise de nuit en soie sans un seul pli, et elle a regardé Rowan avec les yeux d'une femme qui avait déjà préparé ses réponses à toutes les questions possibles. Le bureau de Rowan au premier étage était éclairé par la lueur uniforme des plafonniers, le grand bureau en chêne, les fauteuils en cuir, et le genre de silence qui existe juste avant qu'une sentence ne soit prononcée. Grant était assis à gauche, Vivian était assise à droite. Rowan se tenait derrière le bureau et ne s'est pas assis. Wendell se tenait à côté de la porte. Rowan a posé 3 choses sur le bureau. D'abord, le mouchoir blanc à bordure bleue, plié de travers, placé au centre. Deuxièmement, la fine bague en argent gravée de la lettre F, tournée face contre terre. La bague que le docteur Prescott avait retirée de la main de Dahlia pendant l'examen, placée à gauche. Troisièmement, le téléphone prépayé de Barrett Slade, son écran déverrouillé pour afficher les journaux d'appel et les instructions enregistrées de Vivian Marchand, qui fournissait la preuve indéniable de la conspiration placée à droite. À côté du téléphone se trouvait une clé USB contenant les seules copies numériques des fichiers internes que Grant avait volés,
que Wendell avait discrètement récupéré du coffre-fort privé de Grant pendant que Rowan était dans les bois. Rowan n'a rien dit. Il a regardé Grant, puis Vivian, puis de nouveau les 4 objets sur le bureau, et il a attendu. Wendell a parlé le premier, sa vieille voix stable. Le mouchoir plié de travers était délibéré. Mademoiselle Ashford ne plie jamais rien de manière incorrecte. Elle l'a laissé sur le lit où Bobby dort parce qu'elle savait que le chien le sentirait et que le maître le remarquerait. La bague avec le F tourné vers le bas était un signal. Trahison de l'intérieur de la famille. Silence. Viviane a parlé la première. Elle était assise le dos droit, les mains croisées sur ses genoux, sa voix calme, presque convaincante si personne dans la pièce n'avait connu la vérité. Ce n'est qu'une domestique, Rowan. Elle a mal entendu une conversation privée et a surréagi. Cela aurait pu être géré beaucoup plus simplement si tu n'avais pas... Silence. Un seul mot, pas fort, mais Vivian s'est arrêtée au milieu de la phrase comme si quelqu'un lui avait coupé les cordes vocales. Rowan ne l'a pas regardé quand il a prononcé ce mot. Il a regardé Grant. Le silence s'est étiré pendant 15 secondes. Et pendant ces 15 secondes, Grant Fierro a cherché dans les yeux de son frère une ouverture, une hésitation, une faille dans laquelle il pourrait se glisser avec une explication, des excuses ou une promesse. Il n'a rien trouvé, mais il a quand même essayé. Tu choisis une domestique enceinte plutôt que ta propre famille? La voix de Grant n'était pas vraiment en colère. Elle portait plutôt de l'incrédulité, le ton d'un homme qui croyait encore avoir le droit de négocier. Rowan a regardé son frère. Il l'a regardé plus longtemps que nécessaire, non pas pour le menacer, mais pour se souvenir de lui. Car il savait que ce serait la dernière fois qu'il regarderait Grant Fierro comme un membre de sa famille. « Tu as enterré une femme vivante », a dit Rowan. Sa voix égale, ni haute ni basse, ni chaude ni froide. Juste la vérité posée sur la table à côté du mouchoir, de la bague et de l'aveu. Tu as cessé d'être de la famille au moment où tu as donné cet ordre. Grant n'a plus rien dit. Non pas parce qu'il n'avait plus de mots, mais parce qu'il a vu dans les yeux de Rowan la chose qu'il avait crainte pendant les 30 années passées sous le même toit. Pas la colère, l'effacement. Rowan n'avait pas besoin d'un tribunal. Il n'avait pas besoin de la police. Il n'avait besoin de personne en dehors de cette maison. Il a réglé l'affaire selon la loi de la famille. Grant a été dépouillé de tous ses droits, de tous ses comptes, de toutes ses relations, de toutes les couches de protection que le nom Fierro lui avait jamais données. Il avait 24 heures pour quitter le domaine et ne plus jamais utiliser ce nom dans aucune transaction. Il n'a pas été tué, mais il n'a pas été pardonné. Et dans ce monde, être coupé de la famille était pire que d'être abattu. Car une balle se termine en une seconde, tandis que l'isolement dure toute une vie. Viviane a été renvoyée à la famille Le Marchand avec un message direct à son père que les fiançailles étaient rompues. L'alliance était terminée. Et si quelqu'un portant le nom Marchand approchait quelqu'un portant le nom Fierro au cours des 10 prochaines années, la conséquence ne serait pas un autre appel téléphonique. Viviane a quitté la pièce sans un autre mot, ses talons frappant le sol plus vite que d'habitude. Grant est parti après elle, plus lentement, plus lourdement, comme un homme à qui on venait de retirer tous les os du corps. Wendell a regardé Rowan un long moment, puis a fait un léger signe de tête. Le signe d'un homme qui avait servi cette famille assez longtemps pour savoir que certaines nuits changeaient tout, et que celle-ci en était une. Il a quitté la pièce et a fermé doucement la porte derrière lui. Rowan s'est assis dans le fauteuil derrière le bureau. Bobby a traîné son corps lourd dans la pièce à un moment donné et s'est couché au pied de Rowan, son museau reposant sur la chaussure de Rowan. Rowan a regardé les 3 choses sur le bureau. Son mouchoir, celui qu'elle avait gardé pendant des mois. La bague de sa mère, celle qu'elle avait utilisée pour les sauver. L'aveu de l'homme qui avait essayé de la tuer. Il a fermé les yeux. Dahlia a ouvert les yeux 2 jours plus tard, et la première chose qu'elle a comprise, c'est que le plafond n'était pas le bon. Pas le plafond bas et jauni de la chambre du sous-sol, mais un haut plafond blanc garni de délicates moulures en relief et d'un petit lustre suspendu au centre. Sombre maintenant, mais captant encore la lumière de la fenêtre. Elle était allongée dans un grand lit sous des couvertures plus épaisses et plus chaudes que toutes celles sous lesquelles elle avait dormi de sa vie. Et ce n'était pas sa chambre, c'était une chambre d'amis à l'étage, une chambre destinée aux personnes invitées, pas à celles qui servent. Elle a essayé de s'asseoir et son corps s'est rebellé immédiatement.
Tout faisait mal. Son épaule gauche, celle qu'elle avait utilisée pour protéger son ventre quand elle est tombée dans la fosse, faisait le plus mal. Enflée, meurtrie et raide. Sa poitrine lui faisait mal chaque fois qu'elle prenait une profonde inspiration. Ses poumons se souvenant encore de l'eau boueuse qui les avait autrefois remplis. Ses poignets étaient marqués de bleu foncé là où la corde l'avait coupé, mais son ventre était chaud. Elle a posé une main dessus et a attendu. 3 secondes plus tard, le bébé a donné un coup de pied, fort et clair, le genre de coup de pied qui vient le matin quand il vient de se réveiller. Et Dahlia a fermé les yeux, non pas de douleur, mais de soulagement. Le genre de soulagement qui est si profond qu'il ne ressemble pas à un soulagement, mais à un effondrement. Un bruit de respiration est venu de côté du lit. Elle a incliné la tête vers le bas, et Bobby était là. Le mantin de Naples était couché près du lit, son museau reposant sur ses pattes avant, ses yeux ouverts et fixés sur elle, et sa courte queue trapue a bougé 2 fois quand il l'a vu le regarder. Il était là. Peut-être qu'il avait été là pendant les 2 jours. Le docteur Prescott est entré 1 heure plus tard. Elle a tout vérifié à nouveau. Pression artérielle, niveau d'oxygène, température, poumons. Puis elle a écouté le rythme cardiaque du bébé plus longtemps que d'habitude. Assez longtemps pour que Dahlia sente sa propre poitrine se serrer. Non pas de douleur, mais de peur. Puis le docteur a levé les yeux et a parlé d'une voix que Dahlia se souviendrait pour le reste de sa vie. Non pas parce qu'elle était chaleureuse, mais parce qu'elle était précise. Le bébé est en bonne santé. Rythme cardiaque fort, rythme régulier, mesurant exactement ce qu'il devrait. Petite chose têtue, tout comme sa mère. Dahlia a pleuré. Pas le genre de pleurs auquel elle s'était habituée pendant 27 ans. Pas le genre silencieux. Pas le genre où les larmes se mélangent à la pluie pour que personne ne puisse faire la différence. Cette fois, elle a pleuré à voix haute, ses épaules ont été secouées de sanglots. Et même si ça faisait mal, elles ont continué à trembler. Et le son venait de quelque part de plus profond que sa poitrine, de plus profond que ses poumons, de l'endroit où elle avait tout enfermé pendant des mois et des années. Et maintenant, cette porte s'était ouverte et elle ne pouvait plus la refermer. Bobby s'est mis sur ses pattes, a posé sa tête sur le matelas à côté de sa main et est resté là pendant qu'elle pleurait. Le docteur Prescott n'a rien dit. Elle a seulement posé une main sur l'épaule de Dahlia un instant, puis a quitté la pièce et a fermé doucement la porte derrière elle. Dahlia a pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à pleurer. Puis elle s'est allongée, une main toujours sur son ventre, l'autre sur la tête de Bobby, et elle a respiré. Tard dans l'après-midi, quand la lumière du soleil était devenue orange pâle et filtrée par la fenêtre, elle a entendu des pas dans le couloir. Des pas qu'elle avait appris à reconnaître des mois plus tôt. Ni rapides, ni lents, ni lourds, ni légers, seulement réguliers et certains. Les pas d'un homme qui savait toujours exactement où il allait. Rowan s'est arrêté à l'embrasure de la porte. La porte était déjà ouverte et il se tenait sur le seuil. Il n'est pas entré. Il ne s'est pas appuyé contre le cadre. Il est seulement resté là, comme il s'était tenu devant la porte de la cuisine quand elle avait parlé à Bobby du bébé. Comme il s'était tenu aux portes vitrées quand elle s'était occupée du chien dans le jardin. Toujours sur le bord. Toujours assez près pour voir, mais jamais assez près pour toucher. Il était toujours habillé de vêtements sombres, comme toujours. Mais son visage était différent. Pas très différent, pas changé de manière spectaculaire, mais il y avait quelque chose autour de ses yeux. Plus doux peut-être, ou plus fatigué peut-être, ou peut-être les deux. Et Dahlia l'a remarqué, car elle y avait passé des mois à apprendre à lire ce visage sans expression. Dahlia a parlé la première. Sa voix était rauque, sa gorge encore douloureuse de l'eau boueuse, mais elle a prononcé chaque mot clairement. Vous êtes venu. Rowan l'a regardé, pas les bleus, pas le lit, pas son ventre, mais ses yeux, et il a tenu ce regard plus longtemps que Wendell ne l'avait jamais averti de ne pas le laisser faire. Bobby est venu, a-t-il dit, sa voix égale. J'ai suivi. Dahlia l'a regardé. Elle a regardé l'homme qui avait sauté dans l'eau noire et glacée pour elle, qui l'avait cherché avec ses mains, qui avait ramené la vie dans sa poitrine sous la pluie, qui l'avait porté à travers les bois et l'avait ramené à la maison, et qui maintenant disait qu'il n'avait fait que suivre le chien. Menteur, a-t-elle dit. Et au coin de la bouche de Rowan Fierro, quelque chose est apparu. Pas un sourire.
presque un sourire. Le plus léger mouvement au coin droit de sa bouche, qui a duré moins d'une seconde avant de disparaître comme s'il n'avait jamais été là. Mais Dahlia l'a vu, et elle a su qu'elle se souviendrait de ce moment plus longtemps qu'elle ne se souviendrait de presque tout le reste de la plus longue nuit de sa vie. Rowan a fait un petit signe de tête, puis s'est retourné et s'est éloigné. Ses pas se sont estompés dans le couloir, réguliers et certains comme toujours. Mais avant qu'il n'atteigne le coin, avant que son ombre ne disparaisse complètement, pour la première fois depuis que Dahlia Ashford avait mis les pieds dans cette maison, il s'est retourné et l'a regardée. Les mois qui ont suivi ne sont pas arrivés par de grands moments, mais par des changements si petits que presque personne ne les a remarqués. Sauf les deux personnes qui les vivaient et un chien. Dahlia n'était plus une domestique. Non pas parce que quelqu'un l'a jamais déclaré, mais parce qu'un jour, elle a cessé de porter l'uniforme et personne n'a dit un mot. Un jour, elle s'est assise pour prendre son petit déjeuner à la table principale de la cuisine au lieu de la table du personnel, et Wendell a simplement posé une assiette de plus sans poser de questions. Un jour, elle a monté quelques vêtements à l'étage dans la chambre d'amis où elle s'était réveillée après la tempête, et cette chambre n'a plus jamais été appelée la chambre d'amis. C'est devenu sa chambre. Elle vivait dans le domaine non pas parce qu'elle n'avait nulle part où aller, mais parce que Rowan ne lui a jamais dit qu'elle devait partir, et elle n'a jamais demandé si elle devait rester. La distance entre eux s'est raccourcie, non pas par des déclarations d'amour ou des promesses, mais par un simple fait physique. Rowan a commencé à s'asseoir plus près dans le bureau le soir. Pas près de manière délibérée, mais le fauteuil qu'il choisissait était un demi-pas plus près que la semaine précédente. Et la semaine d'après, encore un demi-pas plus près. Dahlia a commencé à rester plus longtemps après avoir apporté le thé. Pas plus longtemps de manière délibérée non plus, mais elle oubliait de se lever. Et au moment où elle s'en souvenait, le thé avait refroidi depuis longtemps et il lisait toujours. Et Bobby était étendu dans l'espace entre leurs deux jambes, comme il l'était toujours, comme si cet endroit était le seul au monde où il appartenait vraiment. Il y a eu des nuits où leurs mains se sont touchées sur le dos de Bobby, alors qu'ils se penchaient tous les deux pour caresser le chien en même temps, et aucun d'eux ne s'est retiré. Aucun d'eux n'a rien dit, mais aucun n'a fait semblant que cela ne s'était pas produit. Le ventre de Dahlia a grossi au cours du 6e mois, du 7e, du 8e, et Rowan a observé à sa manière. Il n'a pas demandé si elle allait bien, mais soudain, il y avait une rampe supplémentaire dans l'escalier. Il ne lui a pas dit qu'elle devait se reposer, mais le fauteuil du bureau a été discrètement remplacé par un autre avec un coussin plus épais et un meilleur soutien dorsal. Il n'a pas touché son ventre, mais une fois, alors qu'elle s'était endormie dans le fauteuil, il a posé une couverture sur elle, et sa main s'est arrêtée là une demi-seconde sur son ventre avant qu'il ne la retire. Et cette demi-seconde a suffi à Wendell, qui observait du fond du couloir, pour savoir que cette maison ne serait plus jamais la même. Dahlia a accouché un matin de novembre. Le docteur Prescott a mis au monde le bébé dans une chambre privée du domaine, car Rowan ne faisait pas confiance aux hôpitaux avec leurs caméras de couloir et leurs registres publics. Rowan se tenait devant la porte fermée, le dos contre le mur, les bras le long du corps, regardant le sol en pierre, et il attendait. Bobby était assis à côté de lui, l'épaule du chien pressée contre sa jambe, et tous deux gardaient le même silence. Le silence de deux créatures qui savaient attendre, mais ne savaient pas comment attendre cela. Quand le cri a traversé la porte, petit, aigu et tremblant, Bobby s'est dressé sur ses pattes. Sa courte queue trapue s'est mise à remuer, pour la première fois. Pas le léger petit mouvement qu'elle avait fait quand Dahlia s'est réveillée après la tempête, mais un vrai remuement, rapide et assez fort pour que tout son arrière-train bouge avec. Rowan possédait ce chien depuis 4 ans et n'avait jamais vu sa queue remuer une seule fois. Il a regardé Bobby, et Bobby l'a regardé. Et à ce moment-là, les deux pères Dieu contenaient la même chose. Quelque chose auquel aucun d'eux n'était habitué. Quelque chose qu'aucun d'eux ne savait nommer, mais quelque chose de si clair qu'il n'avait pas besoin de nom. La porte s'est ouverte. L'infirmière est sortie et a regardé Rowan avec un sourire fatigué mais sincère. « Elle vous demande !» Rowan est entré. Dahlia était allongée sur le lit, la sueur mouillant ses cheveux contre son front, son visage pâle d'épuisement, mais ses yeux étaient ouverts. Et il brillait d'une manière qu'il n'avait jamais vue pendant tous les mois où il l'avait observée. Dans ses bras se trouvait une petite fille minuscule,
enveloppé de tissu blanc, les yeux fermés, les lèvres légèrement entr'ouvertes, sa poitrine bougeant rapidement comme les ailes d'un oiseau. Dahlia a levé les yeux quand il est arrivé au chevet du lit et elle a parlé. Pas merci, pas je t'aime. Elle a dit la seule chose que seules les deux personnes dans cette pièce comprendraient. Elle donnait des coups de pied. Pendant tout le temps dans l'eau, elle n'a jamais arrêté. Rowan est resté immobile. Il a entendu ces mots et ils l'ont ramené dans la nuit pluvieuse, sur le sol froid, à la 15e compression du 3e cycle. Quand sous sa main, pour la première fois de sa vie, il avait senti quelque chose de vivant, quelque chose de petit qui se battait pour rester dans ce monde par un faible coup de pied au milieu d'une tempête. Il s'est assis à côté du lit. Il n'a pas parlé. Il n'en avait pas besoin. Bobby s'est traîné dans la chambre et s'est couché sur le sol à côté du lit, son museau reposant sur le cadre du lit, exactement au même endroit où il était resté pendant 2 jours pendant que Dahlia était inconsciente après la tempête. Et sa queue bougeait encore dans un léger petit remuement. Quelques semaines plus tard, tôt un matin, alors que la maison dormait encore, Rowan se tenait à la fenêtre de la chambre, regardant dehors. Au loin, les bois derrière le domaine étaient toujours là, les arbres toujours hauts, la terre toujours humide. Et quelque part là-dedans, cette fosse existait toujours, peut-être remplie de boue maintenant, peut-être recouverte d'herbe, mais toujours là. Et il savait qu'il ne regarderait plus jamais ces bois sans se souvenir. Derrière lui, Dahlia dormait dans le lit et le bébé reposait dans le berceau à proximité, sa petite respiration douce et régulière. Bobby dormait au milieu du sol, ronflant d'un son grave qui faisait trembler le plancher. Rowan a regardé les bois, puis de nouveau la chambre. « Pas ce que j'avais prévu », a-t-il dit, presque dans un murmure. Sa voix si basse que seuls les murs pouvaient l'entendre. Puis encore plus bas, presque un souffle. « Mais pas la pire chose que j'ai faite. » Bobby a levé la tête, l'a regardé une seconde, puis l'a reposé sur le sol, a fermé les yeux et s'est remis à ronfler. Rowan s'est retourné vers le lit et s'est assis sur le bord à côté de Dahlia. Il ne l'a pas touchée. Il s'est seulement assis près d'elle. Et pour un homme qui avait passé 37 ans à ne laisser personne s'approcher, qui avait construit des murs de silence, un fossé de pouvoir, une forteresse de contrôle absolu, le simple fait d'être assis là, à côté d'elle, dans le calme du matin, sans armes, sans pluie, sans sang, seulement le son de la respiration du bébé, le ronflement du chien et la chaleur de la femme dormant à ses côtés, c'était tout. Tous les miracles n'arrivent pas avec le tonnerre ou la lumière. Certains miracles surviennent au milieu d'une tempête, portés par des mains qui n'ont jamais été faites pour la tendresse, et un chien qui n'a jamais oublié la seule personne qui l'ait jamais traité avec gentillesse. Peut-être que la plus belle chose dans la vie n'est pas de ne jamais affronter une tempête, mais d'avoir quelqu'un qui vous trouve au milieu d'une et refuse de partir. Cette histoire est peut-être fictive, mais l'amour, la loyauté et le courage qu'elle contient sont tout à fait réels. Si vous traversez une période difficile, souvenez-vous que l'aide vient parfois de l'endroit où vous vous y attendez le moins. Et parfois, la personne qui vous sauve n'est pas celle qui parle le plus, mais celle qui reste le plus longtemps. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, nous serions ravis de vous lire. Comment vous êtes-vous senti après avoir écouté cette histoire? Vous a-t-elle rappelé quelqu'un dans votre vie réelle? S'il vous plaît, partagez-le avec nous dans les commentaires ci-dessous, car chaque ligne que vous laissez est une motivation pour nous de continuer à vous apporter des histoires significatives chaque jour. Si vous pensez que cette histoire vaut la peine d'être partagée, s'il vous plaît, aimez la vidéo, partagez-la avec les personnes que vous aimez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires à venir. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et la paix chaque jour. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.